j'ai très vite compris que pour aller concurrencer les gros, il fallait que je trouve une autre solution. Chaque nouvelle idée allait avec toutes les autres. Donc chaque nouvelle société allait avec toutes les boîtes actuelles. Voilà, c'est pour ça que le but du jeu, moi, mon écosystème, dès qu'une société monte, les autres montent. Voilà. A contrario, si une société descend, les autres la supportent et permettent de la remonter. C'est ça qui est hyper intéressant avec un écosystème. Salut et bienvenue sur le podcast Multipreneur, le premier podcast consacré au multipreneuriat, le fait de posséder et gérer plusieurs entreprises en même temps. Je suis Yann Second, multipreneur, et je t'emmène dans mon aventure pour démocratiser le multipreneuriat. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Donc, bienvenue sur le podcast des multipreneurs. Donc, aujourd'hui, j'ai la chance d'enregistrer Anthony Rouxel, qui a réussi à créer tout un écosystème de sociétés autour de la santé et du sport. Anthony, comment ça va? Bah, écoute, déjà, merci de m'accueillir, Yann. Écoute, ça va super bien. Trop cool. Le sujet me plaît énormément, le multipreneuriat. Je suis en plein dedans. Donc, je suis ravi de faire cette interview avec toi. Du coup, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Comment tu as fait? Par où tu es passé pour arriver jusque-là? Comment j'ai atterri ici plutôt? Parce que bon, c'était pas prévu de base. Moi, en fait, j'étais obèse quand j'étais ado. Donc voilà, j'ai eu un petit peu les moqueries, etc. Alors, j'ai pas eu une enfance difficile ou quoi que ce soit, comme on voit un peu partout. Mais juste, disons que c'est ça qui a fait qu'à mes 16 ans, je suis rentré en salle de sport et je suis devenu un mordu de la salle de sport. C'est devenu vraiment ma grande passion et ça m'a changé complètement. J'ai perdu, je crois, 30-40 kilos, quelque chose comme ça. Et c'est là où, du coup, j'ai plus quitté ça. Et en fait, j'ai commencé à m'entraîner, à faire de la compétition. Je pense que tu pourras voir j'ai quelques photos qui me restent sur mon Insta, etc. Je fais de la compète, du power, du body. Voilà, j'étais mordu de ça. Je fais de la boxe aussi. Et j'ai fait, voilà, énormément de compètes. J'en ai fait une cinquantaine à titre personnel. Et tu vois, je m'entraînais, on a commencé à me demander des diètes, des trainings, etc. Et puis du coup, j'ai commencé à coacher. Je me suis mis à fond là-dedans. À l'époque, j'étais fonctionnaire et du coup, je me suis dit, vas-y, tant pis, fuck la stabilité et je vais tenter. Je me mets dans le monde du coaching. Et j'ai toujours eu cet aspect commercial depuis toujours. Et là, disons que je l'ai mis à fond. J'ai allié ma passion du sport avec celle un peu du commerce. Et c'est là où du coup, j'ai commencé à monter en puissance au niveau de mon coaching. Et effectivement, j'ai commencé à être parmi les top coachs en ligne. Donc moi, ce que je faisais, c'était de la préparation physique en ligne. Donc c'est-à-dire après, je commençais à préparer des compétiteurs. En gros, je leur envoie leur plan d'entraînement, leur plan de diététique à distance directement. Et c'était une partie de ma vie incroyable. J'ai voyagé partout, mais vraiment partout. J'ai fait tous les pays, tous les continents. C'est la première fois où j'ai pu aller voir de l'Australie. Je restais 3 semaines pour des compètes et tout. Enfin, tu vois, vraiment, je voyageais partout. Et un jour, il y a un de mes élèves qui m'a demandé un t-shirt. En fait, il me dit, t'as pas un t-shirt pour les représenter l'équipe, etc. Et c'est là où c'est parti en couille. Du coup, j'ai sorti une première marque de textile, du coup, de sportwear. J'ai fait ça dans la véranda chez mes parents. Ça a démarré d'ici, tu vois, dans la véranda. Et d'ailleurs, avec mes associés qui sont là aussi, du coup, ils m'aidaient dans la véranda à envoyer parce que du coup, ça a fait son petit boom dès le début. Et après, comment je me suis retrouvé sur Lyon? Oui, du coup, je m'étais associé avec une boutique de compléments alimentaires qui était sur Lyon. Parce que moi, de base, j'ai grandi dans Paris, dans le 93. Voilà. Donc, depuis jusqu'à mes 25, 26 ans, quelque chose comme ça. Et du coup, je suis parti sur Lyon. Ça va faire 3 ans, là, que je suis parti sur Lyon. Rejoindre mon ancien collègue. Et c'est là où j'ai développé, du coup, la partie textile. Donc, j'ai développé aussi à l'époque la partie complément alimentaire avec mon collègue. Finalement, ça s'est fini avec lui. Et du coup, après, j'ai commencé à lancer ma propre gamme de compléments alimentaires. Et du coup, là, déjà, je me suis retrouvé avec 2 sociétés à gérer. Donc, on arrive au multi-entrepreneuriat step by step. Grosso modo, il y a eu ça. Et en fait, c'est pareil, ça a continué d'exploser. Donc, c'est là où j'ai appris, du coup, à gérer une équipe, etc. Je pense qu'on va en reparler un petit peu. Et ensuite, j'ai continué. Après, ça a été une 3e société, après une 4e. Là, j'ai changé de locaux, du coup, il y a 1 mois et demi, début septembre. Parce que du coup, maintenant, on est une petite équipe, on est une trentaine à peu près, 25. On est 25, 30.
Du coup, voilà, et puis je me retrouve ici à me faire interviewer pour ça, parce qu'effectivement, le but, c'est que c'est toute une logistique de gérer plusieurs sociétés, parce que pareil, l'équipe, tu vois, c'est dans l'écosystème dans son entièreté, mais qui est divisé en plusieurs sociétés. Et voilà, je me suis un peu retrouvé là par hasard, parce que tu vois, depuis le début, en fait, tu vois, par exemple, la société textile, on m'avait demandé de lancer un t-shirt, je suis parti chercher plus loin, et si j'étais titillé, j'avais envie d'apprendre. La société de compléments alimentaires, c'était parce que c'était fini avec mon ancien partenaire. Je me suis dit, vas-y, je peux faire largement mieux. Après, en fait, c'est quand j'ai arrêté réellement ma carrière de coaching sportif que j'ai fait une société de coaching ouverte à tous. Et après, du coup, que j'ai lancé du coaching business pour les coachs sportifs, les salles de sport, parce que j'ai eu de la demande aussi. Tu vois, en fait, tout ce que je fais à chaque fois, il y a beaucoup pas de chance, mais d'opportunités saisies, en fait. Incroyable comme parcours. Donc on voit vraiment que tu as eu un énorme boost et que la dynamique sportive, tu l'as aussi même dans le business. Ça se voit que tu boostes et que tu vas au fond des choses même dans tes business, parce que là, grosse croissance plutôt rapidement, quoi. 4 sociétés en 3-4 ans. Ouais, c'est ça, 4 ans. En 4 ans, donc une société, même si ça s'est pas aligné comme ça fait quand même une nouvelle société par année. Comme tu dis, une équipe qui monte à 25-30 en 4 ans aussi, c'est une super croissance. Du coup, opportunité, ok, on voit beaucoup de multipreneurs comme ça, mais qu'est-ce qui a fait que tu as suivi ces opportunités-là et pas des autres? Tu vois, qu'est-ce qui a fait parce que est-ce que tu avais plein d'autres projets et en fait, tu t'es focalisé sur cela, ou alors non, c'est juste une opportunité et t'en enchaîné là-dessus. Moi, je suis un créateur, c'est-à-dire j'ai beaucoup d'idées, j'ai énormément d'idées, et après, le plus compliqué, c'est de les mettre en place et pas de se perdre à faire trop d'idées en même temps, parce que ce qui m'est arrivé plein de fois, on en parlera. Disons que j'avais ma sélection d'idées prête à l'avance et les opportunités, elles étaient à saisir, et ces idées-là, ce que j'avais envie de faire, arriver au bon moment, en fait. Tu vois, par exemple, boutique de compléments alimentaires, j'ai jamais eu l'idée de la faire. Par contre, quand j'étais avec mon ancien partenaire et que je voyais que ça avançait pas, que c'était pas bon, c'était trop lent, du coup, là m'est venue l'idée avec un nouveau concept directement derrière. C'est un peu ça. Donc, je dirais pas que... Ouais, en fait, je saisis l'opportunité et je mets mes idées que j'avais envie. En fait, j'ai tellement d'idées que c'est assez simple d'en trouver et que je pourrais placer. Et ensuite, l'autre point très important, c'est qu'à chaque fois, chaque nouvelle idée allait avec toutes les autres. Donc chaque nouvelle société allait avec toutes les boîtes actuelles. Voilà, c'est pour ça que le but du jeu, moi, mon écosystème, dès qu'une société monte, les autres montent. Voilà. A contrario, si une société descend, les autres la supportent et permettent de la remonter. C'est ça qui est hyper intéressant avec un écosystème. Alors c'est beaucoup plus complexe à gérer, à mettre en place, mais je sais que maintenant mes idées, je les oriente autour de ça. Alors maintenant c'est un petit peu différent parce que forcément j'ai plus de maîtrise, plus de pouvoir financier, donc je peux me permettre de faire des idées qui sont un petit peu plus larges, et pour m'amuser aussi, parce qu'à titre personnel, j'ai pas que le sport qui me plaît, même si c'est le marché que je maîtrise le mieux. Mais effectivement, pour le moment, les idées autour du sport santé, j'essaie de faire en sorte qu'à chaque fois, ils se cumulent à mon écosystème. C'est énorme ce que tu dis, parce qu'en fait, il y a des différentes interviews et expériences que j'ai du multipreneuriat, il y a vraiment 3 profils distincts de multipreneurs. Là, le multipreneur, on va dire, qui va faire, j'ai déjà utilisé cet exemple lors du précédent épisode, mais t'as, on va dire, le multipreneur vertical. Genre, je te prends l'exemple tout simple. Mike Cain, ils font des frites surgelées. Mike Cain, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont aussi acheté des champs, ils sont devenus fermiers pour pouvoir gérer justement leur importation de pommes de terre. Donc, soit t'as la verticale, ils gèrent toute la chaîne. Donc, soit on est sur un axe vertical, soit on est sur des multipreneurs qui ont suivi des opportunités, et des fois ça a rien à voir un business avec l'autre. Je prends l'exemple de notre premier invité qui avait par exemple une cave à vin, à côté de ça il faisait du conseil en stratégie, à côté de ça il a une start-up en pâtisserie. Tu vois pas le lien direct, même si bien sûr quand même il les fait s'entraider entre eux. Et il y a le troisième type de multipreneur, ce que tu es, qui lui crée complètement un écosystème dans un secteur et qui va justement travailler sur chacune de ces sociétés, qui va servir et améliorer et faire surtout accélérer les autres sociétés. Et c'est exactement ce que tu es en train de faire. Et c'est vrai que cette solution-là, elle est aussi très intéressante. Et donc, du coup, comment chacune des sociétés, tu vois, elle entraide, elle, comme tu dis, elle bénéficie à l'autre. Ouais, je vais te montrer, je vais te donner par exemple plusieurs exemples que tu vois bien. Moi, j'ai ma holding qui est au-dessus, voilà, qui elle du coup s'occupe aussi des échanges financiers entre les boîtes. Maintenant, j'ai fait un contrat de trésorerie, donc j'ai même plus besoin, ça se fait entre les boîtes. Mais
C'est intéressant de le stipuler. Ensuite, on va dire, je parle pas entité de marque, mais j'ai deux où c'est de la vente de produits, c'est-à-dire une de textile, de sportwear et une de compléments alimentaires. Il y en a une autre, c'est du coaching sportif, là qui est à 0 €, c'est-à-dire toi demain, tu veux te faire coacher par un coach, tu viens à 0 € et je vais t'expliquer comment je fais pour que ça soit réalisable. Et à côté de ça, on a de la vente de formation, en fait. On fait du coaching business pour les coachs sportifs essentiellement, mais aussi les salles de sport. Et on ouvre petit à petit. Où est la synergie? Demain, j'ai des clients qui arrivent pour acheter des compléments alimentaires. Je fais des partenariats avec des coachs. Ces coachs, je peux aussi leur proposer de faire un partenariat sur la société de Sportwear. Voilà. Ça, c'est un exemple tout simple. Ça, c'est vraiment ce qu'on fait en général quand on démarre l'écosystème. C'est ce que je faisais, que je fais même plus maintenant parce que c'est rien par rapport à son entièreté. Et voilà, ça, c'est un exemple de base. Il y a des sujets, ma partie préférée, c'est sur la société qui s'appelle Body Coaching. C'est du coaching à 0 €. C'est-à-dire qu'en gros, pendant 3 mois, tu te fais coacher gratuitement en ligne par un coach ou un diététicien. Et ça, c'est intéressant parce que tout le monde me dit, mais comment tu te rémunères si la personne vient et paye 0 €? Tu payes pas les coachs non plus. Justement, je me rémunère et ça, c'est possible que parce que j'ai un écosystème. C'est-à-dire que moi, je suis là sur cette société, en gros, je mets une offre. Je dis au client, pour vous, c'est gratuit pendant 3 mois. Et comme ça, à la fin, vous devez aussi noter votre coach et le mettre en avant et pourquoi pas continuer avec lui. Pour les coachs, je leur dis, voilà, vous démarrez, vous cherchez les clients, nous, on vous amène. Moi, je fais juste la jonction. Mais qu'est-ce qui se passe? Ces coachs-là, quand ils viennent, ils ont obligatoirement un contrat sur mes autres sociétés. Et vu que ça ramène des coachs, qu'est-ce qu'il faut souvent? Il faut une formation sur comment se développer au niveau de son business. Donc, je peux les closer sur cette société-là. Ensuite, aussi, souvent, ils ont besoin de formation, par exemple, sur les compléments alimentaires. Et du coup, je peux les closer sur une autre société. Donc, tout va ensemble. Et en attendant aussi, c'est pareil. On a beaucoup de clients qui s'amènent depuis cette société-là. Et du coup, qu'après, je peux préparer avec la base de listing client pour des autres projets directement. C'est-à-dire que maintenant, j'ai une capacité où dès que j'amène un projet dans mon écosystème, je peux le faire cliquer ultra rapidement. Voilà, je peux le faire cliquer très très vite parce que l'ensemble des sociétés peut cliquer avec. Donc voilà un petit peu comment je fais pour les synergies. Mais en fait, grosso modo, après, en termes financiers, comment je fais pour que ça aille... mon objectif, c'est quoi? Je n'ai plus un objectif de LTV de boîte. J'ai vraiment un objectif de LTV. Est-ce que pour ceux qui nous écoutent, tu peux développer LTV Ouais. La LTV, c'est la lifetime value. En gros, c'est combien va dépenser un de tes clients chez toi dans ta société. Voilà, c'est ce qu'on utilise souvent pour les campagnes d'acquisition. On se dit, je suis prêt à payer 100 € un client, même s'il fait que 50 € de commande, parce qu'il va revenir 3 ou 4 fois en moyenne. Voilà, c'est ça. Et sauf que la strate du dessus, c'est quand tu as une LTV, mais d'écosystème directement. C'est-à-dire, en moyenne, un client qui rentre dans mon écosystème, combien il ramène à l'écosystème dans son entièreté, donc la LTV globale, et aussi du coup sa LTV par société. Voilà. Ça, c'est des chiffres qui sont hyper importants parce que moi, j'ai démarré de rien, tu vois. J'ai démarré avec les premières thunes que je me suis fait avec mon coaching. J'ai tout investi à la racine. J'ai pas eu d'aide, de autre chose. J'ai tout démarré à zéro. Donc, j'ai très vite compris que pour aller concurrencer les gros, il fallait que je trouve une autre solution. Et tu vois, là, je te prends l'exemple de la LTV globale parce que qu'est-ce qui se passe? On va prendre la société de compléments alimentaires. Et là, à quoi ça sert aussi le multiprenariat et un écosystème complet? Je prends ma société Labs de compléments alimentaires. On va dire que par exemple, j'ai 200 € pour faire de base sur cette société-là pour faire une acquisition client. Mon concurrent, lui, qui est plus avancé, il achète ses stocks moins chers, et il a beaucoup plus d'acquisitions simplement, etc. Et du coup, lui, il peut mettre 300 € par exemple par acquisition client. Donc, c'est-à-dire que lui va faire beaucoup plus d'acquisitions et pour après gérer l'ensemble du marché français ou européen, il sera avancé. Sauf que moi, grâce à l'écosystème, au lieu d'être resté à 200, je peux passer par exemple à 400 €. Et du coup, si ma société seule, je fais pas le poids, par contre avec l'écosystème, je fais le poids. Et là, je peux aller concurrencer des gros et leur passer devant. Tu vois, c'est des solutions que j'ai trouvées. C'est énorme. C'est énorme, c'est super malin parce que comme tu dis, ce qui coûte le plus cher souvent c'est l'acquisition du client. Mais une fois que tu l'as mis, qu'il est rentré dans ton écosystème et qu'en plus de ça, tu as un produit qui le satisfait, c'est sûr que tu vas pouvoir le fidéliser beaucoup plus facilement. Et c'est vrai que cette stratégie de pouvoir le solliciter sur différentes boîtes pour lui apporter des services en fait complémentaires, tu fais des ventes additionnelles en fait à chaque fois, mais sur des sociétés différentes. Et forcément, ça fait exploser ton chiffre et ta croissance. Et ça, c'est vrai que c'est terrible. C'est exactement ça. Puis même, t'as juste pour préciser, t'as aussi des clients
qui vont pas être réactifs à une société pour entrer ou à une typologie de ce que tu mets en avant. Par exemple, sur le coaching business, on a un marketing qui est assez agressif, forcément, parce que ça va avec la société, et des clients vont pas du tout réagir à ça. Par contre, sur la société de compléments alimentaires, on est beaucoup plus, humain, etc. Du coup, on va attirer certains clients qu'on va plus facilement après faire revenir sur notre société parce qu'ils ont déjà été conquis par une société. Donc effectivement, psychologiquement aussi, c'est plus simple de faire adhérer les clients en les faisant passer par un premier biais, leur donner confiance et les amener au suivant. Quelqu'un qui est conquis, il va plus facilement passer sur un service d'une de tes boîtes parce qu'il kiffe la première boîte plutôt que d'une toute nouvelle boîte qu'il connaît pas. Clairement, bah c'est tout le rôle, et en plus surtout dans notre époque où on travaille beaucoup sur tout ce qui est branding personnel, et quand je dis branding personnel, je parle aussi d'identité de boîte, de tout ce qui est la brand que tu dégages avec ta société. Une fois que tu les as acquis sur cette société-là, souvent, même si ça peut être différent, tu as quand même des valeurs qui sont partagées dans tes différents projets. Et c'est vrai que souvent, tu vas quand même pouvoir aussi les récupérer par rapport à ces valeurs-là sur tes différents projets. Justement, c'est pour ça que une petite précision, parce que c'est un point intéressant que tu dis, mais effectivement, là, ce qu'on est en train de faire, par exemple, on harmonise tous les codes couleurs de toutes les boîtes. Tu vois, avant, chaque boîte avait son code couleur différent. Maintenant, on harmonise tout. Comme ça, il n'y a pas les noms, mais les gens, au niveau de leur inconscient, ils comprennent directement. Et du coup, on va plus simplement les convertir. Clairement. Et comme ça, quand tu fais passer d'un site à l'autre ou autre, il n'y a pas de « attends, où c'est que je suis arrivé, je suis allé sur quoi, qu'est-ce qui se passe ?» Là, tu as une continuation, une logique, et le client comprend tout de suite. C'est hyper important. J'avoue que c'est la stratégie également que nous, on met en place sur... Du coup, moi, j'ai des sociétés à Mayotte et qui n'ont absolument rien à voir. Là, tu vois, on est en train de lancer une application sur la sécurité. À côté de ça, on vend un pass touristique pour faire découvrir l'île. Entre les deux, tu peux voir qu'il n'y a rien à voir, mais par contre, en fait, ça permet aussi que les personnes qui vivent à Mayotte et dans un écosystème, eux, ils puissent, avec l'identité graphique, avec certains éléments, s'y retrouver et trouver une cohérence entre ces deux éléments-là. Mais ouais, je vois. Ce que je voulais moi souligner juste par rapport à ce que tu as dit, je vais revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as parlé de contrat de trésorerie et ta holding. Du coup, c'est laquelle de tes sociétés qui est la holding, et qu'est-ce que c'est un contrat de trésorerie pour ceux qui nous écoutent? Alors, c'est une convention de trésorerie. J'ai mal fait je l'ai mal dit. C'est une convention de trésorerie. Et en gros, c'est juste que ça permet d'échanger les flux financiers entre les sociétés directement. Ce qui est très pratique. C'est comme si que ta société A fait un crédit à ta société B. Et en fait, ça évite de devoir passer par la holding à chaque fois. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Et en gros, tu peux échanger librement. Et à la fin de l'année, tu fais les comptes. Et du coup, c'est comme un crédit. Donc, t'as un pourcentage que tu dois mettre au-dessus du prix de celui des banques pour pas concurrencer les banques et pas être hors la loi. Et grosso modo, ça permet d'être beaucoup plus fluide. Et tu vois, par exemple, quand je lance un nouveau projet, je vais prendre une ou deux boîtes. Comme ça, je vais prendre 50, 70K. Hop, je démarre et je peux lancer le projet plus simplement. Tu vois, ça permet ça. Alors ça joue pas sur l'aspect ça joue pas sur l'aspect comptable où tu vas pas, tu vois, commencer à défrayer sur une société un peu plus pour équilibrer et payer moins d'impôts. C'est pas pour ça, ça c'est pas l'objectif d'une convention de trésorerie, c'est surtout pour l'agilité financière en fait. Tu vois, c'est-à-dire il y a un projet où tu vois par exemple quand la boîte des fois de compléments alimentaires, il y a des bonnes promotions sur le multimarque, etc. Et du coup, là, on ramène du cash dessus, bim, on prend un coup. Des fois, quand là, par exemple, début d'année, je lançais mes premiers webinaires. Et du coup, pour scaler, aller plus vite, on prenait 30, 40K des autres boîtes, on les mettait dans le marketing et comme ça, on savait qu'on allait closer 200K directement. Tu vois, ça permet d'avoir une agilité que tu n'aurais pas si tu avais une seule boîte. C'est énorme. Et c'est vraiment un des avantages principaux quand même du multipreneuriat, c'est quand tu arrives justement à ce que chacune soit un pilier d'une autre, et comme tu dis, tu vas beaucoup plus vite. Et on retrouve en fait ta volonté de ce que tu dis, d'aller très vite et de tout casser tout simplement, parce que franchement, on sent vraiment la croissance dans ton discours et on sent vraiment l'efficacité. Et c'est vrai que ça, pour ceux qui nous écoutent et qui sont intéressés par le multipreneuriat, le fait d'avoir une société qui fonctionne et de pouvoir l'utiliser pour faire accélérer une autre, c'est quand même une richesse. Et
est quelque chose qui est qui est game changer. Comme tu dis, au lieu d'aller voir une banque, de perdre du temps, de négocier, de voir est-ce que tu peux avoir un prêt ou autre pour aller chercher, pour lancer justement ton nouveau projet, là, tu t'appelles tout seul, donc ça va. Ah ouais, Normalement, c'est y a clair. pas de De toute problème, façon, quoi. les banques, c'est trop lent. Les banques, c'est trop lent. Je travaille le moins possible avec les banques parce que c'est beaucoup trop lent. Ouais, c'est pas possible. T'es pas agile. Enfin, t'es obligé après, même pour certains, par exemple pour notre grosse société où là c'est très corporate, on va quand même passer parce que ça vaut le coup et que même si tu payes un pourcentage, c'est nous ce qu'on appelle la free money parce que du coup l'argent qu'ils vont nous apporter, on l'a converti en beaucoup plus gros, plus rapidement. Donc tout crédit bancaire est bon à prendre. Mais c'est vrai que dans la création d'une société, ce moment T particulier, c'est trop lent. Voilà, le temps de faire des paperasses, etc., tout justifier. Voilà. Après, moi, c'est vrai qu'avec l'expérience, tu vois, moi, mon banquier, la dernière fois, je l'appelle, je voulais cliquer un projet et j'avais déjà cliqué sur un autre. J'ai eu 2 projets en même temps. Donc, j'avais déjà mis mes fonds sur un projet, je pouvais pas faire sur l'autre. J'ai appelé le banquier et tu vois, vu qu'il a confiance, il m'a prêté 60-70 k rapidement, tu vois, directement, sans me demander de papier, etc. Enfin, sans me demander tu vois, de Bien sûr. business plan ou autre. Donc ça, des fois, c'est cool. Tu vois, au niveau de la banque, il peut y avoir des choses où ils sont très réactifs, mais c'est pas tout le temps. La plupart du temps, quand tu veux des grosses sommes, c'est long, ça prend du temps. Et moi, j'ai horreur de la paperasse, donc je sais que si je peux éviter ça et du coup me gérer moi-même, c'est mieux, quoi. Tu me fais une très belle transition. On va parler justement là d'investissement pour lancer son projet. Puisque au début, tout à l'heure, tu m'as dit que tu avais commencé entre guillemets avec rien, avec ce que tu avais investi, avec ce que tu avais gagné par ton activité de coaching au début. Donc du coup, et en même temps, tu m'as parlé aussi qu'en ce moment, tu étais un peu dans une levée de fonds. Donc du coup, là, on voit 2 profils d'investissement différents pour lancer un projet. Est-ce que du coup, tu peux nous expliquer comment sur chacune de tes boîtes tu t'es organisé pour les lancer, comment tu as fait, pourquoi tu as fait ces choix-là sur chacune de ces boîtes et nous expliquer un peu tout ça. Ok. Alors la première boîte au début le coaching sportif, c'est pas dur, t'as rien à payer, hein, donc juste tu encaisses. Ça c'est vrai qu'après je suis monté très haut, c'est-à-dire que pour un coach sportif en ligne, ça monte entre 5 et 10 k par mois, et moi j'étais entre 20 et 30 k par mois. Donc c'est vrai que ça m'a j'ai pu me bootstrapper comme on dit, c'est-à-dire avoir des thunes d'avance pour lancer un projet. Et c'est là où j'ai lancé la marque de textile. La marque de textile, c'est le truc où j'ai claqué le plus d'argent, j'ai perdu le plus de thunes, vraiment, parce que tu vois, une collection, des fois, on faisait une commande, c'était 35 000 balles, et elle était pourrie, il fallait l'acheter. Tu vois, genre, parce qu'il y avait un défaut, c'est une horreur, le textile, plus jamais je me mets dedans. Plus jamais, j'ai eu des opportunités, j'ai tout refusé. Mais en gros, le textile, du coup, ça s'est fait sur mes fonds propres directement. C'est-à-dire qu'en gros, moi, mes thunes, j'ai jamais été... Moi, je vis hyper simplement. Tu vois, je vis avec 1000 balles, 1500 balles par mois, je vis bien. Et du coup, je mettais tout de côté, je mettais tout dans mes projets. Tu vois. Et c'est vrai que j'ai eu tendance quand même à vite claquer l'argent dans des trucs qui servent à rien. J'ai testé plein de trucs, j'ai énormément appris. Mais franchement, j'ai dû perdre la première année... les 2 premières années, sur la partie textile, j'ai dû perdre au moins 500 000 euros. De conneries, hein, je parle. Même si ça a fait du chiffre, j'ai dû perdre 500 000 euros de bêtises. C'est quoi que t'appelles des conneries pour par exemple, de plein de textiles qui ont pas fait l'affaire. J'ai pris des prestataires, j'ai payé des 15 000 euros et ça a servi à rien. J'ai refait le site internet au moins 5-6 fois et pareil, j'ai dû perdre 20-30 000 euros. Tu vois, beaucoup d'erreurs comme ça en fait. Et cumulé avec le RH, etc., avec la perte de gains, c'est énorme parce que j'ai beaucoup perdu, mais c'est de l'investissement en fait. Tu vois, je le vois pas comme, c'est une perte. Je le vois comme une perte, mais je le vois comme un investissement aussi. Donc en fait, je me suis fait ce solo en gros, comme on appelle dans le milieu bootstrapper. Bootstrapper, ceux qui savent pas, c'est en gros ceux qui développent leur business sans avoir besoin de faire de levée, sans avoir besoin de faire gros crédit bancaire, etc. Donc j'ai fait ça. Et après, quand j'ai arrêté mon coaching, donc là, j'ai arrêté du jour au lendemain. C'est-à-dire que j'avais entre 20 et 30 k qui tombaient par mois. Mais ça commençait à me stresser, etc. Du coup, et j'avais envie de changer. Ça faisait 8 ans que je faisais ça. Et du coup, j'ai décidé d'arrêter du jour au lendemain. Je me suis dit, de toute façon, c'est pas grave, c'est une perte d'argent, mais j'en fais sur les autres boîtes. Et let's go. De toute façon, je fonce. Ça me faisait pas peur. Et du coup, là, j'ai commencé toujours à s'autofinancer, mais c'est là où j'ai commencé à faire un petit peu plus attention. Et en fait, ça soit toutes les autres sociétés, en fait, ça s'autofinançait, tu vois. C'est-à-dire que la deuxième, les compléments alimentaires, c'est moi qui ai avancé le cash et qui ai lancé.
La troisième pour la société de coaching sportif. Ça, c'est pareil, j'ai avancé beaucoup de cash parce que j'ai perdu énormément d'argent. J'ai eu 2 versions avant de sortir la version d'aujourd'hui. J'ai une version bêta test qui a foiré, donc j'ai perdu 30 000 balles. J'ai la deuxième version, pareil, qui était pas très bonne. Il y avait encore des choses à faire, donc en termes de RH, etc., j'ai perdu à peu près 40 000 balles. Et après, j'ai lancé la troisième version de Body Coaching qui est lancée depuis un mois. Et après, le coaching business, c'est pareil, ça m'a rien coûté au départ, ça, parce que du coup, c'est moi qui étais dedans. J'étais dans l'effectif. Ah si, ça m'a coûté 1 ou 2 employés, quoi. Donc voilà, c'était. Mais juste, par contre, celle-là, pareil, à un moment, comme je te disais, j'ai kiki avec une de mes autres sociétés pour mettre de l'argent dessus. Voilà. Mais du coup, c'était bootstrapping. Et du coup, maintenant, levée de fonds. Alors, je t'explique pourquoi. Alors voilà, levée de fonds, peut-être nous expliquer, si tu veux bien en parler, pourquoi, quel projet, et pourquoi, du coup, cette fois-ci, tu utilises la levée de fonds par rapport aux autres fois. Ouais, bien sûr. Alors, la levée de fonds, techniquement, on aurait pu continuer sans, en s'autofinançant, etc. Mais 2 points m'ont fait changer d'avis. D'une, l'envie d'apprendre, parce que je me suis dit là, dans mon parcours entrepreneurial, j'ai envie de tester, voir c'est quoi une levée de fonds, comment ça se passe, apprendre à en faire. Voilà. Juste parce que j'aime apprendre. Voilà. Premier gros point. Deuxième gros point, c'est pour aller beaucoup plus vite. Voilà. Parce qu'effectivement, j'ai des grosses ambitions sur cette société de compléments alimentaires qui s'appelle Labs Nutrition. Il y a vraiment des gros projets qui sont en cours et c'est pas du fictif, hein. C'est que ça démarre. Et je me suis dit, j'ai envie d'aller plus vite. Alors, ces projets-là, là, par exemple, le but du jeu de cette levée de fonds-là, ça règle 2 problématiques. La première problématique, c'est juste notre BFR. Donc, notre BFR, c'est notre besoin en fonds de roulement. En fait, ce qui se passe, c'est que ça va faire 2 ans qu'on a une croissance en moyenne entre 5 et 7-8% par mois. Alors, sur une société corporate, c'est énorme. Là, ça commence à baisser un petit peu. On commence à avoir une vitesse de croisière plus classique. Mais en fait, c'est énorme. C'est-à-dire que, grosso modo, là, on fait du x2 chaque année. On est une société très corporate avec des produits où il n'y a pas énormément de marge. Et donc, ce qui se passe, c'est que c'était moi là, qui ça fait, j'ai dû de mes fonds propres, puis j'ai ajouté, je crois, entre 300 et 400 000 euros là sur les 18 derniers mois. Et donc, je me suis dit, ok, ça peut pas se passer comme ça. Il faut que là, on crée nos propres compléments alimentaires, qu'on ait beaucoup plus de stock, qu'on gagne sur la marge, et comme ça, on augmente la rentabilité. Donc, pareil, j'avais 2 solutions. C'est soit je ramenais encore plus de cash d'un coup, soit au passage, je faisais la levée de fonds et j'apprenais. Et c'est pour ça que du coup, on s'est dit, vas-y, on part en levée de fonds. Comme ça, la première partie, on est pour le BFR. Et la deuxième partie, c'est parce qu'on va lancer du coup nos franchises. Voilà. Nous, on est très spécifique parce que nous, on se situe en fait entre la boutique de compléments alimentaires et entre la pharmacie. On est là en fait pour apprendre, par exemple, si un jour tu viens nous voir en boutique, on va t'apprendre à te prévenir plutôt que tomber malade et te guérir. Voilà. Et ça, ce qui est cool, c'est qu'il n'y a aucune personne sur notre secteur. Et le but du jeu, c'est vraiment de taper fort d'un coup en ouvrant 20, 30, 40, 50 points de vente tout de suite. Et d'où l'appel au cash pour aller beaucoup plus vite. C'est-à-dire que nous, de base, on avait prévu d'en ouvrir 10 à 20. Et là, le but du jeu, c'est d'en ouvrir peut-être au moins 50. Après, on verra, ça va dépendre de la croissance. Il y a des métriques que je peux pas maîtriser encore. Ok. Donc du coup, on est bien d'accord que cette levée de fonds, elle est pour une de tes sociétés qui existe déjà. C'est pas sur une nouvelle création. C'est pour accélérer une société qui existe déjà. Ouais, c'est ça. Alors j'ai un peu de mal avec le fait de créer une boîte et faire une levée directement dessus. Pourquoi j'ai du mal? Parce que là, tu vois, mes investisseurs, je peux les regarder droit dans les yeux et leur dire tu vas être rentabilisé. Tu vois, je peux vraiment le faire. Sur une société parce que le projet est hyper stable. Pour te dire, ça fait, vu qu'on avait une croissance, on a arrêté la publicité, on a arrêté le démarchage commercial, on a tout arrêté depuis 4 mois. On n'a pas une seule pub, on fait même pas de l'email marketing, ou sur du prospect froid. On fait rien et on continue de croître. Tu vois, c'est un business model qui est hyper stable. Et donc, je peux me permettre de dire ça, et c'est pour ça que, on est bien évalué. C'est pour ça que je peux me permettre ça. Sur une société qui vient de se créer, c'est très compliqué parce que tu sais que ça, même si moi dans l'écosystème c'est un peu plus simple, mais je te parle de manière générale, tu sais que tu as 4 chances sur 5 que ça se casse la gueule, quoi. Ça me fait chier d'embarquer des investisseurs. Alors oui, il y a un risque, oui, tu les préviens du risque, mais ça me fait chier, j'ai pas envie d'avoir des mecs qui sont dégoûtés, etc., tu vois, mais après c'est le jeu, hein, donc, et même moi qui commence là du coup, je sais qu'après je vais commencer à investir pas mal. Là, j'avais plein de projets, j'ai tout annulé. Je t'expliquerai après pourquoi. J'ai tout annulé les deals sur lesquels j'étais en cours pour rentrer. Et du coup, je commence à être de l'autre côté. Et j'aimerais pas. Donc je le sais que 4 sur 5 des projets sur lesquels je vais investir, ils vont tomber. Surtout si tu les prends en early, c'est-à-dire au départ du projet. Et c'est pour ça que j'accepte. Mais moi de le faire, j'ai un peu encore du mal. Après, on verra. Mais c'est surtout que techniquement, j'ai plus besoin en fait. Le début du projet, je me le finance moi-même. Hyper intéressant toute la valeur que tu nous donnes là.
Quand tu parles des 50 points de vente, c'est tout en France ou non? D'ailleurs, tes activités, est-ce qu'elles sont toutes en France ou alors non, justement, tu as des ventes aussi à l'international? 97% à peu près en France. Voilà. Ok. Alors on vend, tu vois. Bon, après ça dépend. Par exemple, des points de vente. Là, on a des revendeurs, donc ce qu'on appelle des points de vente B2B, des boutiques de compléments alimentaires classiques. Donc ça, on en a quatre, je crois que c'est 4 ou 5 en Suisse, quelque chose comme ça. Mais le reste c'est en France. Ensuite, on a des pharmacies aussi qui nous revendent. C'est ça qui aussi qui a énormément valorisé et du coup qui a level up la boîte énormément. C'est que maintenant on a, en fait, les pharmacies nous demandent et on a un répartiteur qui nous répartit aussi en pharmacie. Ça, c'est que en France. Et après, la vente en ligne, ouais, on a 5% qui est en ligne, qui est hors France à peu près. Mais effectivement, les points de vente, ils seront en France. Peut-être qu'il y en aura, j'ai eu des demandes en Suisse et Belgique. Donc après, je vais voir, parce que nous, on fait en franchise, en fait. Donc c'est-à-dire que nous, on vend le concept, on vend un savoir-faire. Après, j'ai un truc spécifique, c'est que nous, vu qu'on a du cash, le but du jeu, c'est qu'on avance même au niveau du stock les boutiques. On leur prend pas de pourcentage dégueulasse comme font les concurrents. Du coup, ça va être des boutiques qui vont être ultra puissantes et qui vont manger la concurrence. Donc, mais ce qui est bien, c'est que du coup, on n'avance pas à la totalité non plus. Et donc, du coup, ça permet de créer beaucoup plus de monde. Et justement, la levée de fonds, elle n'est pas là pour que nous, on sorte le cash de cette levée de fonds-là et on crée les boutiques. Parce qu'une boutique, tu as besoin d'à peu près 50K pour démarrer et le reste, tu peux le faire en crédit pour être tranquille, entre 30 et 50K. Là, le fait qu'on fasse, on va, en grosso modo, on a à peu près entre 200 et 300K qui sont uniquement pour le marketing des franchises. C'est énorme, genre 200 à 300 000 euros de budget marketing pour faire des franchises. C'est énorme. Là, on va avoir de la demande, tu vois. Et c'est le but, c'est que moi, je vais utiliser ce que je sais faire. C'est beaucoup de campagnes avec. Ouais. C'est quand même le plus gros asset d'une franchise. Son image, c'est ce qui va déterminer aussi l'envie. Donc le fait que tu aies un budget comme ça qui soit hyper conséquent en termes de positionnement pour la création d'une franchise, c'est encore un bel argument pour développer ton projet, clairement. Ah bah ouais, c'est clair. Puis pareil, comme je dis, je le fais pas pour faire 10 ou 20 franchises. Moi, mon but, c'est de faire j'ai des buts aussi futurs, si tu veux, on en parlera après. Parce que clairement, là, ça va mettre un peu de temps, mais ouais, moi j'ai des objectifs long terme. Genre par exemple d'avoir demain 200 points de vente, je sais que je suis pas satisfait, ça sera pas prévu par rapport à ce que je compte faire. Et tu vois, quand je le dis, c'est pas comme tout le monde, parce que je vois beaucoup, même moi quand j'investis dans un projet, j'ai beaucoup de personnes qui me disent ouais, demain on va faire l'année prochaine on va faire 1 million de CA, alors que les mecs ils sont deux, tu vois, et les deux, et c'est leur sales, c'est des apprentis, tu vois. Je leur dis non, tu feras jamais 1 million de CA avec cette équipe là, tu vois. Moi je te parle de projets que je sais que ça va arriver en fait. Parce que je travaille dessus, je connais mes chiffres, c'est un business model qui est très simple, très basique. D'ailleurs qui est pas très sexy, on va pas se le mentir, la vente de compléments c'est pas hyper sexy, tu vois, c'est-à-dire quand tu vois le Web 3 etc, je pense qu'on est tous shining objet et qu'on se dit putain j'ai trop envie de lancer un projet là-dedans etc, et j'ai envie de dire mais allez-y, comme ça moi j'ai plus aucun concurrent, franchement des jeunes entrepreneurs qui sont dans mon secteur, il y a personne, moi je suis libre, donc je sais que moi mon but c'est de faire là c'est d'avoir, moi je veux concurrencer après plus tard les pharmacies, tu vois, sur la partie compléments alimentaires. Je leur laisse les médicaments où ils sont très bons. La partie complément alimentaire, ils sont pas bons. Ils informent pas toujours très très bien. Et donc le but du jeu, c'est que les consommateurs aient une référence sur la partie complément alimentaire, ce qu'il n'y a pas encore en France. Et les quelques boutiques qu'il y a, d'une, elles sont trop axées un peu bodybuilding, etc. Donc elles sont trop nichées et c'est pas beau. Et de deux, ils sont pas assez formés les équipes. Ça c'est pas possible. Donc ouais, le but c'est de faire un gros projet. Ouais. Du coup, la vision justement de tes différentes boîtes, c'est quoi vraiment? Qu'est-ce que tu vises toi, quand tu parles la vision globale? Ouais, vision globale ou même pour chacune d'entre elles, comme tu vois. Si toi tu vois en global, c'est. Okay. Alors nous on a un dicton, c'est rendre la santé accessible à tous, que ça soit au niveau des connaissances ou au niveau de l'aspect financier. Quand on a lancé Body Coaching, c'est-à-dire le fait que là n'importe qui, il n'a pas d'argent, il peut avoir un coach qui lui fait son plan d'entraînement, son plan nutritionnel pendant 3 mois, il prend vraiment soin de sa santé. Là, on est dedans, et là, je me dis, j'ai fait mon taf, tu vois. Après, c'est mon problème, hein, économiquement, je m'y retrouve, mais on est dans ce qu'on recherche. Quand, tu vois, tu vas avoir notre site de compléments alimentaires, tu vas voir les pages de vente, tu n'en verras jamais, tu verras jamais autant de connaissances sur une page de vente. Nos pages de vente, c'est des formations par rapport à certaines boutiques. Tu vois, et ça aussi, c'est rendre la santé accessible à tous, parce que la connaissance de la santé, c'est ce qui te permet de l'avoir. Ensuite, je le vois aussi sur des sociétés, par exemple, comme de sportwear. Il n'y a pas vraiment de but, tout apprend, mais
c'est le fait que grâce à ces sociétés-là aussi, on fait du cash et qui permet de kicker les autres sociétés qui, là, donnent et rendent la santé accessible à tous. Donc, tu vois, c'est ça un petit peu le commun, la vision commune qu'il y a entre toutes les boîtes. Même si de première apparence, on dirait pas, du coaching business, on se dit, putain, mais rien à voir. Comment j'aide au niveau de la santé? Bah si, parce que j'apprends à des coachs à bien faire leur métier, j'apprends à des coachs à se présenter, j'apprends à des sociétés à être un petit peu mieux, par exemple à des salles de sport. Donc elles vont emmagasiner plus de clients, elles vont faire connaître ce qu'elles font à plus de personnes. Et tu vois, ça respecte du coup notre dicton un petit peu. Énorme. Écoute, je vais revenir. C'est hyper complet ce que tu nous dis. Je vais revenir sur quelque chose que tu as dit. Tu as parlé justement d'investissement. Tu as dit que tu commençais à passer de l'autre côté. Donc aujourd'hui, on voit que tu as différentes boîtes, qui marchent bien, ça génère du cash, tu as eu aussi une rémunération intéressante. Est-ce que du coup, par rapport à tout ça, tu as investi dans des sociétés extérieures ou est-ce que non, tu t'es focalisé justement en investissant sur les tiennes et est-ce que pour toi, quand tu investis, tu le considères aussi comme du multipreneuriat ou alors non, pour toi, c'est pas pareil? Alors, j'ai jamais investi sur une boîte où je participais pas pour le moment. Tu vois, c'est-à-dire une boîte où je laisse faire que je mets pas dans mon écosystème. Alors, j'ai failli le faire. Justement, je suis rentré dans moi, je me forme beaucoup. Pour te dire, j'ai à peu près entre 4 et 5 cas que je paye par mois entre les formations, les masterminds, le coach business, etc. Tu vois, donc je paye beaucoup là-dessus. Et là, je suis rentré dans un mastermind qui s'appelle Equity Mastermind où justement, ils sont là pour m'aider et m'apprendre sur comment on rentre dans des boîtes, pourquoi, etc. Au début, je me suis dit, vas-y, je vais rentrer dans plein de boîtes. Donc, j'ai commencé à faire des deals, à parler, etc. Et j'avais 3-4 boîtes sur lesquelles je pouvais rentrer. Mais c'était très intéressant. Tu vois, par exemple, il y a une boîte, c'était la formation en crypto. Ils avaient juste besoin de cash. Je rentrais dedans. Je multipliais, je faisais du cash tout de suite. Mais je devais quand même un peu aider la personne parce qu'elle était jeune et j'aurais dû la driver. C'est aussi le taf de business angel, c'est pas que du cash, c'est qu'en général, tu viens aussi à driver, grandir la personne, la surveiller aussi. Ça fait partie pour moi du taf de business angel. Pour ceux qui savent pas, business angel, ceux qui investissent des petites sommes, en général entre 10 et 50K, sur des sociétés qui viennent de se créer. Et en fait, c'est pas comme un fonds d'investissement parce qu'il y a quand même une relation un petit peu tonton-filleul où tu viens aider un petit peu. Et en fait, donc ça prend quand même du temps. Et en fait, dès que j'ai démarré, je me suis dit, ok, je démarre ma levée de fonds sur Labs. J'ai arrêté tous les deals en cours, j'ai annulé tous les deals, même si certains pouvaient être pas mal, parce que je voulais me concentrer absolument sur mes business, ma levée de fonds, etc. Voilà, tout simplement. Je t'investirai. Je réfléchis en même temps, hein, parce que je sais pas de quoi l'avenir est fait. Là, actuellement, je préfère investir dans des sociétés que je peux amener dans mon écosystème. Mais petit à petit, après, je pense que je vais investir sur d'autres sociétés aussi qui n'ont rien à voir et juste pour investir, quoi. Voilà. En fait, je sais pas, ça va dépendre des opportunités. Mais je privilégierai toujours ce qui peut s'accrocher à mon écosystème. Après, c'est tout bête. De toute façon, le calcul, il est simple à faire. Moi, là, j'ai les points de vente. Donc, enfin, ils sont en cours, tu vois, mais du coup, vu que là, il y en a pas mal qui vont arriver. Enfin, j'ai déjà les points de vente B2B, j'ai les points de vente pharmacie, j'ai le point de vente en ligne. Et en fait, ce qu'on se rend pas compte, et moi je me rendais pas compte avant, c'est à quel point c'est valorisé au niveau du valo d'une boîte les points de vente. Moi je me rendais pas compte. Bien sûr. Modo, des fois juste une pharmacie ou un B2B, tu le valorises à 50 000 sur une boîte, alors que tu vas vendre que 10 000 ou 15 000 l'année de chiffre d'affaires dans celle-ci, tu vois. C'est bizarre quand même, moi je comprenais pas. Et en fait, j'ai discuté avec un fonds d'investissement qui m'expliquait pourquoi il valorisait comme ça, c'est que demain, une fois que tu as les points de vente, tu rentres n'importe quelle boutique, n'importe quel projet, tu la fais cliquer tout de suite. Et c'est ça qui fait une énorme valeur. Et je me rendais pas compte, moi. T'as la puissance du réseau de distribution. Et c'est ça qui est incroyable, en fait. Parce que et en plus, ce que t'es en train de dire, c'est que tes points de vente, t'as du point de vente online, t'as du point de vente B2B, ensuite t'as du point de vente presque B2C avec B2C aussi. En fait, tu touches tous les acteurs. Et le réseau de distribution, si tu parles là justement de 50 et à vision 200 points de vente ou plus, c'est vrai qu'après tu veux lancer n'importe quel produit, il est distribué directement dans 200 boutiques. Pour ceux qui ont jamais distribué de produit, d'avoir directement dès le départ 200 points de vente qui vendent ton produit, en termes d'impact de lancement, c'est plus que conséquent, quoi. De toute façon, c'est pas compliqué là. C'est ce que je suis en train de regarder, de rentrer dans des deals. Il y a des mecs. Ils me font rentrer gratos à 20 ou 30% de leur boîte
Pourquoi? Parce qu'ils savent que derrière, je les mets dans tout l'écosystème et qu'il est kické. Et à contrario, même si demain je mets du cash dans une boîte qui vient de rentrer, la boîte, elle va rentrer, elle va être valorisée à 50, 100 000 ou les 300 000. Elle rentre dans 200 points de vente, elle est valorisée x5 ou x10 en un mois, le temps de rentrer dedans, tu vois. Clairement. Tu vois, clairement. ça va très très vite. Surtout que je rentre dedans, je peux faire une avance de stock directement, une avance de fonds. Tu vois, c'est très très pratique, effectivement, de contrôler la chaîne. Je comprenais vraiment pas, moi, quand on me donnait les valeurs. Je disais, mais c'est pas possible. Genre, la boîte, elle est valorisée énorme. J'étais là, grosso modo, tu vois, parce que moi, comme je te dis, j'ai rien à cacher. On fait à peu près un million ou 1,2 million de CA qui sont prévus annuels. En cumulé sur tes boîtes? Non, je parle juste sur la société de compléments alimentaires. Ok. Alors, je parle juste sur la société de compléments alimentaires. Et le truc, c'est que déjà, j'ai valorisé à 10M, mais ultra facilement. Et donc à 10 millions. Et même, il y en a qui me disaient que j'aurais dû valoriser beaucoup plus. Et tu vois, pour moi, c'était un truc de fou. Parce qu'en général, quand tu vois les valeurs de boîte, tu fais du x2, x3 par rapport à ton CA. Il y a d'autres méthodes de calcul, mais voilà, tu arrives dans ces eaux-là. Et en fait, non, c'est parce que quand tu contrôles les points de vente, en fait, demain, je peux rentrer n'importe quelle marque. Je peux rentrer nous, par contre, on fait rentrer que des marques de qualité, donc ça, c'est important. Bien sûr. Mais je peux faire rentrer beaucoup de projets. Je peux faire rentrer, c'est trop bien. J'ai tous les contacts, en fait. Et en fait, c'est le plus compliqué à avoir. Créer une marque, avoir une idée, c'est pas dur. Par contre, avoir des points de vente qui distribuent et les contrôler, surtout en France, parce que en France, t'as une loi de malade, t'as de la législation de fou, et il faut tenir une équipe. Parce que ça coûte très cher en France de tenir une équipe, prendre des locaux, etc. C'est très compliqué. Et du coup, c'est pour ça que ça valorise pas mal. Mais effectivement, là, ce qui est cool, c'est que je peux rentrer dans n'importe quel projet et lui faire un x10 en valo très facilement. Donc, vous avez entendu, si vous avez un projet, contactez Anthony. Là, tu m'as dit... tu m'as parlé de quelque chose que je trouve hyper intéressant dans cette logique justement de franchise, de point de vente, c'est de rentrer que des produits de qualité. Parce qu'il y a quand même une chose qui est quand même hyper importante, c'est que tu as aussi une sorte de forme de garantie par rapport à des distributeurs. Et comme tu dis, tu peux pas rentrer n'importe quoi et c'est pas le but, parce que tu as une image aussi qui va derrière et en plus une image de qualité que tu essaies de prôner, qui est d'autant plus importante que tu es quand même dans le milieu de la santé. Donc c'est vrai que tu peux pas, entre guillemets, faire n'importe quoi. Et il y a toute une logique aussi pour entrer le produit qui réponde aussi à des normes. Et comme on reparlait de ça tout à l'heure, par rapport aux valeurs aussi que tu essaies de véhiculer. Juste un point là-dessus. Alors disons que effectivement, nous on s'est positionné là-dessus, c'est ce qui nous a fait ressortir. Maintenant, demain, ça me dérangerait pas juste en tant qu'investisseur investir dans une marque qui elle a d'autres choix. Parce que ça peut arriver, et là c'est du pur investissement. Disons que je sais dissocier les deux. Moi, c'est mon projet, c'est mon image, donc là je me dois d'avoir quelque chose de parfait. Par contre, sur de l'investissement pur financier, ça serait mentir que dire que je ne le ferai pas, tant que ça fait du mal à personne. C'est-à-dire que tu as des choses, ils vont proposer de la moins bonne qualité, le client est OK avec ça. Je parle du complément ou dans tout, tu vois, c'est OK tant qu'il n'y a pas d'arnaque. L'arnaque, ça j'aime pas, tu vois, mais ça me dérangerait pas non plus d'investir, mais par contre, je mettrais pas mon image dedans. Tu vois, je mettrais pas mon image, je mettrais pas mon nom. Effectivement, pour mon écosystème, vu qu'on t'arrives sur c'est pour ça qu'on a fait la différence, c'est parce que les mecs qui savent pas quoi commander, ils viennent chez nous, ils ont un peu toutes les marques, mais ils ont que 10% des marques. Tu vois, ils ont que les bons produits de chaque marque. Parce qu'en fait, il n'y a pas de marque, il n'y a que des bons produits, pour le moment. La plupart des marques, elles ont des bons produits et de la merde pour faire du chiffre. Tu vois? Je comprends. Et là, tu m'as fait penser, c'est hyper intéressant. C'est souvent sur les multipreneurs que j'interroge ou même qu'on connaît ou qui sont médiatisés. Ils ont tous différents types de boîtes. C'est-à-dire que tu as des boîtes qui sont plus spécialisées pour faire du cash. Des boîtes qui sont plus des boîtes, on va dire, un peu plus lifestyle pour se faire plaisir, des boîtes d'image, des boîtes et des boîtes, on va dire, plus aussi à dominance sociale. Mais en fait, ou même des boîtes à valorisation. Et chaque boîte a des fois une raison d'être différente. Est-ce que c'est aussi ton cas ou pas du tout? Ah bah moi j'ai des boîtes à cash out et des boîtes à cash flow. Boîte à cash out, donc le but du jeu c'est de faire une sortie sur la valorisation, donc typiquement Labs Nutrition, et les boîtes ou même body coaching aussi, parce que body coaching c'est du coaching gratuit, mais par contre ça prend de la valeur parce que du coup on récolte énormément de data et ça c'est une valeur, les gens ne se rendent pas compte mais c'est une valeur de dingue.
Par contre, le coaching business, alors ça prend de la valo, hein, je pourrais faire une levée dessus, récupérer 300, 400K assez facilement, en diluant pas énormément, mais c'est des sociétés à cash flow. Le but, c'est de faire du cash. Donc j'ai un peu les deux. Même si on fait très bons chiffres sur les sociétés à cash flow, je veux dire, on est monté des mois à 104 signés, etc. Donc c'est relativement des bons mois quand tu commences à dépasser la barre des 104 CA, mais c'est pas ma spécialité et c'est pas mon but. Moi, j'ai des objectifs long terme, donc je fais les deux parce que j'aime apprendre en fait, tu vois. Et moi, demain, j'ai toujours dit, si un jour j'ai tout fait ça, je fais un exit de mon écosystème, il y a plein de projets que j'ai envie de tester, tu vois. Par exemple, j'aimerais bien tester du hard discount. Pourquoi? Juste pour apprendre à faire des économies, à faire gaffe. Parce que moi, du coup, c'est pas du tout mon créneau. C'est-à-dire que moi, ce que je sais faire, c'est du chiffre. Je sais faire du chiffre. Je sais donner une valeur à une boîte. Par contre, je sais du coup aussi bien dépenser pour ça. J'ai pas peur d'investir. Effectivement, je sais que d'ouvrir une boîte, par exemple, un peu en low cost, un peu comme ça, je sais que ça m'apprendrait à faire plus attention. Là, ce qui est bien, c'est que j'ai un DG sur cette boîte-là qui s'occupe de ça et qui lui fait attention à toutes les économies, tous les chiffres, pendant que moi, je suis là pour amener des idées qui amènent du cash. Mais ouais, j'aimerais bien faire ça. Et demain, je me suis toujours dit, ok, pourquoi pas un jour faire même un truc de la vaisselle, tu vois, de vendre de la vaisselle, un truc qui a rien à voir, tu vois, juste pour le délire, parce que j'ai envie de me challenger un peu sur des nouvelles choses. Voilà. Mais bon, ça, c'est pas pour tout de suite. Déjà, une chose à la fois. Une chose à la fois ou 4 choses à la fois pour toi. Ouais, voilà, enfin un écosystème à la fois. Voilà, carrément. Écoute, super intéressant. Par rapport avant qu'on passe à une autre partie, parce que le temps passe vite, ça fait déjà plus de 45 minutes qu'on est ensemble. Est-ce que tu as autre chose à dire sur cette partie, ou est-ce que ça te va si on passe sur la partie comment tu t'organises au jour le jour entre ces différents projets? Parce que là, il y a quelque chose à la suite, hein. Il y a rien que tu penses qui serait intéressant d'apporter encore entre la gestion de tes boîtes, tout ça? Non, là j'ai pas. Enfin, il y a un million de choses qui sont importantes, tu vois. Donc non, je pense après. En fait, si à la rigueur un truc, parce que là du coup je suis en plein dedans. Mais si t'as plusieurs boîtes, avant qu'on parle sur la gestion plus de RH, etc. Mais la gestion financière est beaucoup plus importante que ce que je pensais. Tu vois, j'ai mis 2 ans et demi à m'en rendre compte. Par contre, quand je m'en suis rendu compte, j'ai explosé. Mais vraiment d'un coup, hein, tu vois. C'est-à-dire que par exemple, sur la première boîte, j'ai eu un palier à 50K pendant, quelques mois, là. Et après, dès que j'ai compris ça, j'ai multiplié par 3 le CA en pas longtemps, tu vois. Donc, t'as des choses, ouais. Et comment t'as fait justement ce passage? Qu'est-ce qui t'a fait réaliser? Et surtout, peut-être aussi comment tu t'es formé ou entouré par rapport à ça? Puisque tu viens du coaching et c'est pas peut-être à la base coaching sportif, c'est pas la spécialisation, c'est pas la compta ou la fiscalité. Ah ouais, non, rien à voir. Non, ce qui m'a fait le déclic, c'est quand je me suis inscrit à un mastermind qui s'appelait Scalix, qui était fait par 4 entrepreneurs hyper stylés. Et du coup, on arrive et tu vois, moi j'étais arrivé, c'était l'époque, alors c'était avec tout mon écosystème. Je faisais que 50K, je crois, ou 60K, je sais plus, un truc comme ça. Et t'arrives. Tu passes au tableau devant 40 entrepreneurs qu'on faim, et ces 40 entrepreneurs, enfin, pour entrer dans les masterminds comme ça, en gros, c'est une réunion d'entrepreneurs avancés. Déjà, tu as un ticket à l'entrée, en général, c'est 30K l'année, ça permet de faire le tri. Et ensuite, il faut que c'est sur dossier, tu vois, faut faire au moins, je crois que c'était 30 ou 40K par mois, faut être motivé, tu vois. Donc, c'est des mecs, ils sont pas là pour blaguer, tu vois, c'est pas le petit entrepreneur qui vient de démarrer. Moi, j'arrive et tout, ils te mettent au tableau, tu présentes ta boîte, et en gros, tous les autres, ils sont là pour te la terminer, dire ce qui va pas, tu vois. Et c'est le truc qui m'a donné un déclic. Déjà, premièrement, je me suis dit, ah ouais, en fait, j'ai trop de choses à revoir que j'avais pas pensé. Et deuxièmement, c'était tout simplement, en fait, c'était des plafonds de verre. Voilà, je déteste ce côté un peu mindset et tout, tu vois. Pour moi, c'est ce que j'appelle la branlette intellectuelle. Mais c'est vrai que des fois, ça fait la différence. Ouais, j'ai un avis très tranché dessus, hein, parce que moi je suis tout le temps motivé, j'ai pas besoin de ça en fait. Donc j'ai du mal à comprendre les personnes, même si je comprends qu'il y a des personnes qui ont besoin de ça. Mais du coup, en fait, c'est juste de voir à quel point des fois c'est simple de faire beaucoup plus de ventes, beaucoup plus d'argent. C'est ça qui m'a débloqué tout simplement. Et en fait, ça, le cumul des deux, ça, la connaissance. Mais c'est vrai que t'as la sensation que d'un coup tu fais, ah ouais, mais en fait c'est trop simple. C'est trop simple. Genre moi là demain je te remonte une boîte, je suis tout seul sans argent. Je peux t'assurer qu'en moins d'un an, la boîte, elle fait au moins si c'est du service, je fais au moins en solo 30K, tu vois, par mois. Mais vraiment, en moins d'un an. N'importe quelle boîte, sur n'importe quel marché. Parce que tu apprends des bases, tu sais ce qui fonctionne, tu sais t'adapter à un marché, t'as de l'expérience, quoi. Donc, ouais, ce qui m'a fait le gros déclic, c'était, d'investir en moi-même et de rentrer dans un mastermind. Et depuis, maintenant, je sais que je
pense que je serai toujours dans un mastermind, hein, toujours. Et pourtant, ça prend du temps, hein, et c'est pas le temps enfin, que j'ai en trop, hein. Mais c'est vraiment le truc qui te level up et qui te permet de rencontrer des personnes, d'échanger et d'apprendre, continuer d'apprendre, quoi. Eh ben écoute, tu me fais une super transition. Du coup, c'est une partie que je voulais qu'on aborde après, mais on va la faire maintenant et ça sera le lien après sur avant la gestion. C'est justement la partie formation. Tu as dit que c'était aussi important pour toi. Tous les multipreneurs que j'ai interviewés jusqu'à maintenant, ils continuent tous de se former. Du coup, toi, aujourd'hui, comment tu te formes et qu'est-ce que vraiment ça t'apporte, tu vois, ou comment tu choisis tes formations, etc. Ok. Alors moi déjà, j'ai choisi de plus prendre de formations qui étaient sur l'effectif, c'est-à-dire par exemple apprendre à faire un tunnel de vente, etc. Tu vois, ce que je pouvais faire avant. Avant, j'avais acheté quelques formations sur le market et tout de base. Maintenant, j'ai une autre vision parce que j'ai la vision d'écosystème et d'équipe. C'est-à-dire que quand disons que le manque de connaissances, je vais le prendre sur une formation, mais du coup, je sais pas moi qui vais la passer, je vais la payer pour quelqu'un de l'équipe, tu vois. Donc déjà, ça, c'est la première partie. En gros, c'est maintenant j'ai appris à ne plus le faire moi-même et du coup déléguer, très important. Par contre, moi, je continue certaines formations qui me permettent de trouver des idées. Par exemple, j'ai pris la formation d'Oussama Ammar, Anyone Can Scale, là qui permet de débloquer des portes sur la scalabilité d'une société, etc., qui est intéressante. Après, je vais prendre des formations en fait qui plus vont m'ouvrir à la réflexion, d'où les masterminds, tu vois. Ça, c'est le truc où je paye parce que du coup, clairement, je paye pour faire des rencontres. Déjà, tu as des rencontres business, comme ça match. Tu payes très cher, mais tu as des prestataires, ils sont en top qualité directement. Et ça va m'aider à trouver des idées. Et ensuite, après, c'est plus des formations. Bah là, celle que j'ai fait, c'était celle de Mohamed Boclet sur la lecture rapide. Donc, vraiment pour apprendre à lire très très vite. Comme ça, c'est tout con, mais tu gagnes du temps. Et là, du coup, la formation que je fais là actuellement, c'est la formation d'HEC. ICCF, donc qui est en finance d'entreprise. Voilà, que j'ai démarré hier. Du coup, je me retrouve de nouveau après, sachant que moi de base, je n'ai pas le bac. Hein. Je n'ai pas le bac. J'ai jamais autant étudié depuis que j'ai arrêté l'école, tu vois. J'étais pas un bon élève et tout. Parce que ça me plaisait pas. Et pourtant, j'avais des facilités. Et là, je me retrouve j'ai 31 ans et je me retrouve de nouveau étudiant et là de HEC, quoi. Le truc que je n'aurais jamais pensé faire de ma vie, quoi. Tu vois. Donc voilà un peu pour les formations. Tu me fais les titres du podcast, quoi. C'est il n'a pas le bac, maintenant il fait déjà formation HEC, développe un écosystème dans le sport, 4 sociétés levées de fonds. Ouais, c'est vrai que c'est aussi une belle revanche mais c'est vrai que la formation. J'attends de valider le diplôme quand même avant de me raconter là-dessus, parce que pour l'instant. Je t'avoue que ça va être dur effectivement de reprendre aussi. C'est pas ça, c'est que je dois. De toute façon, on va en parler, c'est le deuxième sujet, mais je dois manager entre là mes études, gérer les boîtes, gérer une levée de fonds et les équipes aussi, tu vois. Donc c'est vrai que c'est du taf. Je crois que ça, c'était vraiment dans le champ aussi du sport, c'est que tu me fais une très belle passe décisive pour la partie suivante. Du coup, alors comment tu fais pour t'organiser tout simplement et pas seulement dans tes business, tu vas me parler de tes business, mais aussi même tout simplement dans ta vie, parce que je suppose que tu as aussi une vie peut-être à côté. Et du coup, comment tu fais pour t'organiser entre tout ça, quoi? Ok. Alors déjà, c'est un peu triste à dire comme ça, mais j'ai pas vraiment trop de vie à côté. J'ai maintenant mes amitiés, un peu toute ma vie perso, elle est un peu liée autour du business. Pourquoi? Parce que en fait, dans mon business, les premiers qui sont venus, c'est des amis en fait à moi, qui sont venus un peu de toute la coin de la France. J'ai après devenir ami, donc en fait, je travaille. La moitié, c'est des gens où j'ai vécu avec. Voilà. Et vraiment, parce qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'il y a 2 ans, j'ai pris une maison de fonction. Donc une maison, et en gros tous les nouveaux ils venaient 6 mois, 1 an dedans, voilà, un peu comme dans la Facebook Home, tu vois. Donc c'est à dire que la moitié des personnes qui sont ici, j'ai mangé avec eux, on s'est levé, on a pris le petit déj, on a rigolé, on a fait des soirées ensemble, on a vomi ensemble, on a tout fait ensemble, tu vois ce que je veux dire. Donc on a créé des liens. Déjà ça c'est un point hyper impactant, c'est important parce qu'effectivement j'ai peu de vie sociale à part en fait de ça. Très peu de vie sociale. Mes parents, je les vois pas souvent. J'ai que mes parents, j'ai plus du tout d'autres familles malheureusement, enfin que je vois. Donc du coup, ça se réduit très vite. Ma copine, elle bosse avec moi, donc c'est pratique parce que du coup, c'est à côté et on vit ensemble. Donc c'est très pratique. Donc disons que je peux pas trop te parler de ma vie privée parce que j'en ai pas énormément, mais
Il y en a beaucoup, ils me disent, oh, le pauvre et tout. Mais non, moi, en fait, je kiffe ma vie comme ça. C'est-à-dire que moi, là, actuellement, je vis pour réussir. C'est-à-dire que c'est ça qui m'anime. Et ça, comme tu disais tout à l'heure, c'est l'aspect compétiteur qui est resté. Quand tu te mets que tu saches une compétition de bodybuilding, c'est le truc le plus hardcore que j'ai fait, je trouve. Bien plus que les business, hein. Une compétition de bodybuilding, c'est 100 fois plus dur que monter un business ou faire une levée de fonds, hein, très clairement. Il n'y a pas photo. T'es pendant H24, t'es focus dessus, tu sors plus, tu bois plus évidemment, tu baisses plus, tu fais plus rien, t'as plus de vie sociale, tu vois plus personne, tu vois, t'es vraiment complètement focus dans ton truc. Et ça, c'est un truc que j'ai gardé et que j'ai incorporé dans mon business. Mon business, je le fais en mode compétition, je suis très très compétitif. Et de manager ma vie autour de ça fait partie de la compétition, tu vois. Et quand il y a des gens, ils disent, ah, Elon Musk, il est fou, il a des milliards, il vit dans son 50 mètres carrés. Et alors, tant qu'il est heureux comme ça, tu vois, et moi, je le comprends totalement parce que c'est ma façon de vivre. Et moi, ma vie est dédiée à mes business. Et un jour, j'en sortirai et ma vie sera dédiée à ma famille. C'est mon objectif, à kiffer. Voilà. Je pense pas rien faire parce que j'y arriverai pas. Mais tu vois, c'est ça un peu ma relation que j'ai avec la vie privée, etc. Voilà. Alors, effectivement, j'ai perdu énormément d'amis en cours de route, on va pas se le mentir, c'était très compliqué parce que je prends pas de nouvelles, je suis pas un bon ami au final sur certains points, c'est de prendre des nouvelles, comment ça va, des fois inversement, des fois non. Donc ça fait partie des sacrifices aussi pour quand tu te focuses uniquement sur un truc. Et c'est vrai que ça c'est la partie la plus compliquée. Mais donc voilà, au niveau de la vie privée, elle est vachement quand même mélangée avec la vie pro. Voilà. Ok. Alors du coup, avant de te laisser continuer sur la suite, je te coupe. Moi, quand je parle de différence entre vie pro, vie personnelle, et en fait, je mets 3 points, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a la vie familiale qui est, on va dire, avec les autres, justement, ce que tu parlais, famille, amis, etc. La vie pro, et je mets aussi, tu sais, tout ce qui est un peu vie personnelle. Quand je dis vie personnelle, c'est justement la place du sport ou, tu vois, de la lecture ou d'autres passions que tu as aussi pour toi. Est-ce que déjà, toi, tu distingues aussi ces parties-là? Et sinon, comment aussi tu t'organises, tu vois, pour ces parties-là qui sont personnelles, ce temps-là à toi, où t'es pas forcément en train de travailler directement sur tes business? Alors, d'une, je ne distingue pas, et de deux, j'en prends pas. Mais vraiment, okay. J'en prends quasiment jamais pas, parce que effectivement, il y avait d'aller à la salle, etc. Mais même la salle, je pense que physiquement, j'y vais plus, quasiment pas, parce que là, en ce moment, je suis focus sur mes levées, mais parce que je kiffe faire ça. Je kiffe faire des journées de 14-16 heures, je kiffe dormir que 5 heures par nuit. Alors ouais, c'est fatigant, mais va voir avec mes équipes, quand je me lève, j'ai dormi 5 heures, souvent j'ai le sourire, tu vois. Quand c'est là, des fois c'est la guerre, s'il y a des mauvaises nouvelles. La dernière fois, on a fait un lancement à 0, on s'est foiré total. Je rigolais, tu vois, parce que ça fait partie du truc, tu vois, et voilà. Et j'ai pas de séparation comme ça. J'en ai pas. Vraiment, je suis en mode machine de guerre. Je prendrai le temps de séparer, mais en ce moment, c'est pas mon objectif. Et tout le monde, mes amis, ma copine sont au courant que c'est ma priorité, tu vois, et que s'ils sont pas contents, c'est comme ça, c'est ciao, tu vois. Donc après c'est un peu triste à dire, hein, tu vois, mais moi ils savent, c'est le business en premier. Je dédie toute ma vie là-dedans. Certains ne comprennent pas, hein, disent oh, mais il a rien et il sera jamais heureux, mais je suis putain d'heureux avec ça, tu vois. Je me fais kiffer chaque jour, tu vois. Donc c'est vraiment ouais, ma vision. Donc voilà, pas de truc perso séparé, quoi. Et est-ce que du coup, par rapport à ce que tu as dit, moi déjà, le fait que tu kiffes comme ça, c'est le principal. Comme tu dis, c'est ta vie et il n'y a personne qui est en droit de prendre cette décision de dire le pauvre ou quoi que ce soit, puisque c'est ta vie et tu la gères comme tu veux. Mais moi, ce que je voulais te demander par rapport à ce que tu dis, c'est que est-ce que tu t'es fixé une sorte de date, tu vois, dans une logique un peu fire de dire voilà, je veux atteindre peut-être un certain objectif à certaines années pour, je sais pas, prendre une retraite anticipée ou autre chose, ou alors pas du tout, tu kiffes, tu vas à fond dans tes business et t'avances, quoi. Okay. Alors moi je m'étais promis une chose, c'est dès que j'ai une valo d'1 million, je vends, je me casse avec mon million, j'arrête de bosser, j'investis dans des apparts et je bosse. J'ai eu une proposition à 1,1 million d'achats total. Après, bon, je devais rester 3 ans dans la boîte. Il y a 2 ans, tu vois. J'ai refusé. Donc, voilà. Donc, non, c'était il y a 1 an, je crois. Il y a 1 an. Je sais plus exactement. Bon, on s'en fiche. J'ai refusé et je me suis rendu compte que, en fait, j'allais pas m'arrêter là, quoi. Tu vois, j'allais pas m'arrêter là. Alors, il y a une grosse différence entre ce que j'avais prévu et maintenant, franchement, je prévois pas trop. En fait, je verrai bien. Demain,
j'ai envie d'arrêter, il y a une proposition d'exit ou je travaille sur un exit, ok, pourquoi pas. Dans tous les cas, ma société, c'est une société de cash-out, enfin la principale, tu vois, c'est celle-là où du coup la cash-out, je peux faire beaucoup d'argent. Les autres, c'est pour avec les autres, il y a du financier, mais c'est plus pour une stabilité, ça fera jamais autant que la première boîte. Elle, là, typiquement, si je revends, je cash-out, voilà, je peux cash-out, il me restera une fois imposition, etc., 4 ou 5 millions, je pense que je peux vivre toute ma vie avec ça. Est-ce que pour autant j'arrête? Non. Est-ce que c'est au-dessus de mes premiers objectifs? Oui. Est-ce que c'est bien ou pas bien? J'en sais rien et je m'en fous. C'est juste que je fais en fonction de mes objectifs actuels. Et là, ils sont de continuer. J'interromps cet épisode 5 secondes. J'espère que tu es en train de passer un bon moment. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou la plateforme de ton choix, de liker et commenter cet épisode. Tu as un vrai impact quand tu fais ça et ça m'aide vraiment à démocratiser le multipreneuriat. Je te remercie. Bonne écoute. Ok, bah écoute, on enchaîne du coup sur la troisième partie qui est du coup comment tu t'organises entre tes journées, comment tu fais pour t'organiser entre tes différentes boîtes et tes journées. Ok. Moi, il y a un truc qui a changé mon organisation, c'est quand j'ai pris ma première vraie coach business qui est arrivée et qui m'a... Moi, ce que je voulais, c'était scaler, etc. Elle m'a dit, on démarre pas tout ça tant qu'on n'a pas revu ta propre organisation, tu vois. Et du coup, elle m'a imposé de tout mettre sur Google Agenda, tout mettre mes to-do list, les organiser par priorité, par société, etc. Tu vois, vraiment tout rebord de A à Z. Et le début, c'était une horreur. Ouais. Moi, j'aimais faire... je me sentais pas libre. Je me dis, comment ça, je vais devoir tout noter dans mon agenda tout le temps? Mais c'est une grosse perte de liberté. Tu vois, je le voyais ça en mode, j'ai plus de liberté. En fait, c'était tout le contraire. Et c'est là où j'ai compris l'importance de l'organisation qui est obligatoire, surtout quand tu as plusieurs sociétés. Et en fait, du coup, tout simplement, je planifie tout. Voilà, je planifie tout. Je planifie même quand je vais lire. Je planifie quand je vais à la salle. Je planifie un petit peu tout. Et surtout que mon agenda, aussi bien public que perso, du coup, il est ouvert à tous. Ça me dérange pas, vu que comme je te dis, le perso, il n'y en a pas beaucoup. Mais du coup, mes équipes, en gros, moi, j'organise mon agenda un petit peu en gruyère. C'est-à-dire que j'ai tous les trucs importants. Donc ça, c'est les tâches sur lesquelles je vais passer interdiction de me déranger. Voilà, comme là, par exemple, j'ai mis la tâche. Personne n'a le droit de venir toquer à la porte, ou bien personne n'a le droit de venir de m'appeler ou quoi que ce soit. Voilà. Par contre, dans mes journées, il y a toujours des urgences. Et ça a été le truc game changer, c'était de me dire au début, tu vois, j'ai rendu full mon agenda, j'ai blindé, et du coup, j'étais plus là pour les urgences. Du coup, maintenant, j'ai appris à m'organiser avec un agenda en mode gruyère, c'est-à-dire que j'ai mes tâches, personne ne me dérange, et j'ai mes trous où là, si j'ai rien à faire, je travaille sur ce que j'appelle mes tâches lisses. Compta, papier, petites tâches à régler, etc. Tu vois, mais pas de tâches en deep focus. Donc c'est ça. Et après, c'est surtout l'autre point qui était game changer, ça a été de mettre un directeur général par boîte. Voilà, tout simplement. En gros, en mode maintenant, c'est toi, c'est tes problématiques. Et du coup, de déléguer le travail. Ça, c'était l'organisation la plus importante, parce qu'en gros, j'ai déporté la moitié de mon agenda et même 90% de mon agenda de ma to-do list sur d'autres personnes. Voilà. Et du coup, pour mon organisation, effectivement, je note tout. Voilà, je note tout, je prévois tout à l'avance. C'est-à-dire que, en gros, j'ai ma montre. C'est-à-dire, j'ai mon prochain rendez-vous qui est là. Je clique, je vois mes prochains rendez-vous directement. C'est-à-dire que le soir, quand j'ai fini ma journée, avant, j'étais souvent en mode, il me reste quoi à penser? Ah, c'est vrai que j'aurais ça à faire. Ah, c'est vrai que j'aurais ci. Maintenant, non. Dès que dans mon cerveau, ça me dit, n'oublie pas ça, instantanément, j'ouvre. Je sais que je fais mon commande espace, T pour Trello, hop, et je rentre dedans directement, tu vois. Je le fais en 2 secondes. Et comme ça, après, chaque 2 semaines, mes to-do list, je les mets dans mon agenda. Je n'ai rien à penser. Quand je rentre le soir, des fois, je vais penser parce que je stresse pour un truc ou autre, mais je pense pas pour un truc que, tu sais, en mode, faut pas que tu oublies. Non, ça n'existe plus chez moi. Et c'est obligatoire. D'ailleurs, c'est ce que j'enseigne sur la partie coaching business, les coachs ou même les entrepreneurs, c'est ce que je leur enseigne en premier pour être tranquille d'esprit. Donc, je sais que voilà, je prévois tout. Comme ça, en fait, je suis en mode machine, c'est-à-dire que je regarde mes prochains rendez-vous, je regarde mon équipe quand ils m'en mettent un en avance. Si, par exemple, je dois préparer quelque chose pour un rendez-vous, je le note aussi. J'ai le rendez-vous de jeudi et je dis à l'équipe, si elle me dit, il faut préparer un speech, elle me met lundi, prépare le speech. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est un peu ça que je fais pour mon organisation personnelle. Après, si tu veux savoir un peu à quoi ressemble une journée classique, je me lève, je vais bosser, je vais manger avec l'équipe le midi. En général, on se lève à 7h, on se réveille à 7h. Moi, souvent, je me réveille un petit peu plus tôt que le réveil, mais en général, c'est 7h. Voilà, bon, entre 6 et 7h. Ensuite,
on mange, on va bosser. On bosse le midi, je mange avec l'équipe, ça c'est trop cool. On a acheté, maintenant on a des grandes tables, on mange tous ensemble et tout, tu vois, c'est trop cool. Vraiment cantine et tout, ça me fait rappeler le lycée et tout, le collège, trop cool. Et après en général, 18-19 heures, on finit la journée, donc 18 on va s'entraîner quand on a le temps. Et en général on revient et on rebosse encore à la maison jusqu'à 22-23 heures ou sinon on regarde un film, voilà. Mais disons que ouais, je sais pas, ça doit faire si on est en heure de taf, on est entre une journée normale, on est à peu près à 9-10 heures, tu vois, une journée classique. Okay. Voilà, mais quand on abuse pareil, quand on abuse, on fait des journées de 14-16 heures, ça peut arriver quoi. OK. Et après bon, de toute façon, et c'est ça, de toute façon lundi au dimanche, c'est pareil, tu vois. Voilà, c'est à peu près là, c'est pas pareil, c'est pas hyper sexy, hein, c'est très routinier, hein, après mais c'est les routines qui font que ça fonctionne, hein. J'ai vraiment gardé plein de trucs du sport, hein. Tu dis samedi dimanche compris, t'as dit? Ouais, on fait pas de, en fait les journées de repos, tu vois, bah par exemple, je vais te donner une anecdote c'était quand là, c'est passé le week-end, tu vois, on était là, on s'est dit vas-y samedi on se repose et tout avec ma copine. Il était 10 heures, on se regarde, on se dit putain, on se fait chier quand même, tu vois. Donc on a fait 2-3 jeux de cartes, etc. Et on a regardé un peu la télé. Mais après on s'est fait chier, on est reparti sur les PC parce qu'on s'éclate, tu vois. On s'éclate. Genre, il n'y a pas de... En fait, c'est pas qu'il y a pas de journée de pause. C'est que j'ai pas de journée de travail, en fait, tu vois. Donc je sais que c'est le truc classique, mais... Ok, il y a des tâches qui sont chiantes et tout, mais genre... il n'y a pas une seule fois où je viens et je me dis, oh putain, fais chier, tu vois. Genre, non, je kiffe ce que je fais. Quand je travaille le soir, j'ai les yeux éclatés, etc. Je continue. Mais parce que ça me plaît, en fait. Demain, j'ai envie de m'arrêter. Tu vois, ça m'est arrivé là, lundi. Donc, j'ai quand même bossé, mais j'avais pas envie d'aller au local. Je dis à l'équipe, ok, j'y vais pas, parce que là, du coup, j'ai besoin de refaire le point. Mes missions, je peux les faire à distance. Je préviens juste l'équipe quand même. Et au final, tu vois, j'ai dû me reposer. Du coup, j'ai travaillé un petit peu moins sur la journée. Tu vois, je me fais une journée comme ça, mais une journée à rien faire. Genre moi, par exemple, l'angoisse, c'est les vacances des fois. Alors autant des fois, je suis avec les potes, c'est trop bien, mais les vacances à rien faire tout seul au bord de la plage me fait très très vite chier. Tu vois, des vacances, j'aime bien. Je sais pas, soit il faut vraiment qu'il y ait beaucoup d'activités, tu vois, que je sois surstimulé, mais le truc à rien faire et tout, ça me fait péter un câble. Voilà. Je comprends, je partage ce sentiment d'ennui au bord de la plage pour faire quelque chose. Ouais. Par rapport à ça, tu m'as parlé de deux choses. Tu t'organises, t'as dit, je note et toutes les 2 semaines, je mets dans mon agenda. Donc, comment tu t'organises? Enfin, tu vois, tes tâches, elles sont prévues combien de temps à l'avance? Et justement, tu prends des temps tous les combien pour t'organiser, justement? Est-ce que tu notes tout de suite dans ton agenda? Est-ce que non? Comment tu fais pour ça? Alors, techniquement, je dois le faire deux fois 30 minutes par semaine où je vais, en gros, moi, comment je m'organise concrètement de base. J'ai une idée, j'ai quoi que ce soit à noter, une pensée, etc. Je la mets exactement dans la note de mon téléphone parce que c'est plus rapide que Trello, t'as un clic en moins et c'est plus fluide. Voilà, ça c'est la base. Et 2 fois par semaine, et celles qui sont un peu plus constructives, j'ai une idée, mais avec la suite, je la mets, ou si je suis sur le PC, je mets directement sur Trello et du coup, je vais expliquer un petit peu l'idée. Ensuite, de base, c'est 2 fois par semaine. Je suis censé le faire le dimanche soir et le mercredi soir. Maintenant, je le fais quand j'ai le temps et des fois quand j'y pense, parce que de toute façon, dans tous les cas, j'ai le réflexe de faire ça. En gros, je me mets sur ma to-do list. Non. D'abord, je me mets dans Notes. Je supprime toutes les idées de merde que j'ai eues. Je les garde pas. Voilà, il y en a qui gardent, moi je garde pas parce que j'ai beaucoup d'idées de merde aussi. Je supprime tout. Les bonnes idées, les to-do list, je les dispatche dans mon Trello. Comment je m'organise là-dessus? Trello, j'aime bien pour ça parce que c'est fait que pour ça. Tu vois, moi je déteste tu vois, par exemple, j'ai du mal avec Notion, qui est beaucoup plus abouti. Tu peux faire plein de choses. Tu vois, tout le monde me le vend en mode, ah, c'est trop bien, tu peux faire plein de choses. Mais justement, si tu peux faire plein de choses, c'est que tu peux faire plein de merde aussi. Moi, j'ai juste besoin d'un truc pour trier ma to-do list pratique. Et là, c'est pas compliqué. À gauche, c'est ce qui est le plus urgent. Enfin, c'est par exemple, à gauche, j'ai les tâches à vraiment faire dans la semaine. Ensuite, j'ai mes sociétés par ordre d'importance et mes tâches par ordre d'importance. Et ensuite, c'est plus important aussi de haut en bas. Tu vois, c'est des petits, je sais pas si tu vois Trello comment c'est, mais c'est des petits listings de tâches. Ok, bon bah voilà. Et tu vois, moi, mais pour ceux qui connaissent pas, Trello, effectivement, c'est un outil en fait qui se compose, c'est des tableaux avec vraiment des cartes de tâches en fait, et on peut mettre par colonne justement les différentes tâches qu'on a quoi. Et l'important, c'est de faire des tâches qui sont avec un verbe d'action en gros.
enfin je veux dire, vous allez pas pouvoir écrire un livre. Enfin, c'est trop large. Il faut dissocier ça en plus petites tâches. Mais je te laisse poursuivre parce que peut-être que t'écris c'est ça. Et du coup, enfin, voilà, moi, ce que je fais, c'est que je mets par ordre d'importance. C'est une idée, vu que c'est pour plus tard, bah du coup, elle se retrouve tout à droite. Voilà. J'ai ça, et en fait, après, bah chaque semaine, je vais dispatcher ma to-do list dans mon agenda. Celles qui sont dispatchables, certaines ne sont pas dispatchables parce que ça peut être, par exemple, je sais pas. Finir la levée de fonds, tu vois, c'est pas ce que je vais mettre direct, tu vois, c'est en longueur. Par contre, de ça, à l'intérieur, je vais écrire toutes mes mini tâches et je vais les dispatcher. Tu vois, je vais faire ça et après, bah c'est pas compliqué parce qu'après, il suffit juste d'être discipliné, d'être en mode robot, c'est-à-dire c'est noté sur l'agenda, je le fais, voilà, basta. Et si ça arrive et j'ai pas pu la faire la tâche, j'ai deux solutions. Soit c'est reportable dans mon agenda, donc dans ce cas-là, tout simplement, je prends la tâche et je la glisse. Et Google Agenda, c'est hyper pratique pour ça. Soit c'est pas reportable, alors dans ce cas-là, je la remets dans mon Trello. Alors, parce que oui, du coup, j'ai une petite particularité. Ma to-do list qui est sur mon Trello, quand je la mets dans mon agenda, je la supprime immédiatement de mon Trello. Pourquoi? Parce que je sais que je vais le faire quand elle sera le jour de mon agenda, tu vois, alors qu'il y en a beaucoup qui la laissent, et du coup, quand ils l'ont fait, ils sont obligés de revenir et de retrier. Sauf que moi, ça me permet deux choses. D'une, je repasse pas dessus, donc je perds pas ce temps-là. Et deuxièmement, quand tu arrives, bah, en fait, ta to-do list, elle est vide et t'es déjà libéré mentalement en avance d'avoir fait ta charge de travail parce que tu sais que tu as tout mis, tu plus rien à faire, tu as tout prévu et tu gères complètement la situation, pas actuelle, mais sur les semaines d'après. Et du coup, tu as un gain au niveau de la clarté d'esprit qui est énorme. Voilà. Et ça, effectivement, c'est un truc que je faisais pas. Mais pour que cette méthode marche, ça implique d'être très strict et faire vraiment ce que tu te mets à faire. Ok. Tu viens de me donner une technique game changer dans ma vie. Merci pour ça. Alors le côté, franchement, dès que je mets la tâche dans mon agenda, je la supprime de Trello. Ok. Moi, ce que j'aime bien faire, juste parce que du coup, j'avais une organisation plus en semaine dans Trello, je mettais toutes mes tâches, c'est que je l'archive pour avoir justement une sorte de suivi. Si jamais un jour, tu vois, en gros, j'ai un autre tableau qui s'appelle Week of the Year, et en gros, où je balance toutes mes tâches que j'ai fait dans cette semaine-là. Au moins, j'ai une sorte de suivi. Si jamais un jour, que ça soit pour des besoins de création, d'idées ou tu l'as déjà sur Google Agenda. C'est vrai que tu l'as sur Google Agenda, mais comme je le fais pas comme ça, ok. C'est bon. Bah, sur Google Agenda, tu fais un contrôle F et tu retrouves tes idées direct. Et dis-toi que j'étais surtout une grosse quiche en organisation avant. C'est vraiment, d'avoir travaillé avec une coach. Et c'est pareil, hein, les coachs, la coach business, pareil, c'est 2000 balles par mois, hein, ça vaut cher pour un mail par semaine. Et encore, je faisais un mail toutes les 2-3 semaines et un coup de fil par mois parce que du coup, j'avais pas le temps. Donc ça revient très très cher, hein, ça revient à 1500 ou 1000 balles le coup de fil. Mais comme quoi, juste un coup de fil et une méthodologie, c'est ça que tu payes au final, c'est pas le temps, tu vois. Et effectivement, ça m'a complètement changé parce que tu regardes, demande à n'importe quel gars de mes équipes comment j'étais organisé avant. Peut-être un cadre. Et tu continues justement de la suivre, cette coach ou pas? Enfin, tu continues de la voir ou non? Non, on a terminé là. Alors, en fait, de base, on a terminé le suivi, mais maintenant, il me reste. On continue d'avoir des échanges parce qu'en gros, il y a une partie de la formation que j'ai pas pu suivre parce que j'étais en levée de fonds, parce que j'étais dans le speed, etc. Okay. Du coup, on continue, mais plus par email et continue de me guider. Et même là, je réagissais pas, enfin, j'étais pas difficilement coachable avec un truc par semaine, un point par semaine. Ce que j'avais besoin, c'était pas ça. Parce que ça, c'était un coaching qu'il y avait pour mes équipes, plus pour moi. Bon, maintenant, mon coaching, il se retrouve dans la prise de décision, dans les idées. Donc, effectivement, c'est plus un coaching comme avant, où vraiment, on est là pour te montrer pas à pas. Maintenant, on a plus une relation d'échange d'idées. Ok, très bien. Tu vois ce que je veux dire? Comme quand je vais au mastermind, etc. Je vois tout à fait. T'es passé beaucoup plus sur l'idéation que sur le fait d'agir toi directement. Ouais, complètement clair. Écoute, le temps passe très vite. Du coup, ce que je te propose, c'est tu me parles peut-être juste très rapidement de la gestion que tu fais entre tes équipes, les différentes boîtes, puisque ça, tu m'en as parlé plusieurs fois et ça a l'air important dans ton organisation. Et ensuite, on finira par quelques petites questions de fin de podcast. C'est bon pour toi? Ouais, c'est bon pour moi. Alors, gestion d'équipe, bon, déjà, il y a quelque chose qui a été game changer aussi, c'est que je ne recrute plus. Alors, moi, je vais t'expliquer, mais en gros, à peu près les 15 premières personnes recrutées, c'est juste des personnes, je passe un bon moment avec eux, je leur dis, est-ce que tu veux bosser avec moi? Et on démarre là-dessus. Je leur demande pas ce qu'ils ont fait, je leur demande pas le CV, j'ai juste un échange humain. Je trouve ça cool, je me dis, vas-y, on tente l'aventure. Tu vois, vraiment. Ça, c'est de base, mes 15 premiers recrutements, c'est comme ça. Mais vraiment, genre, tu peux pas, le monteur que tu as vu au début avant, qui m'a aidé à monter, etc. Je l'ai vu, je lui ai dit, Jean, est-ce que t'es chaud?
Il m'a dit pourquoi. Je lui dis t'es chaud, oui ou non. Il m'a dit oui. Je lui dis ok, tu viens semaine prochaine, je t'engage, on démarre. Tu vois, ça se fait vraiment comme ça, tu vois. Et la plupart c'est ça. Et tu vois, ça je le fais plus parce qu'on arrive à un niveau où maintenant, bah, au début, ça va quand t'as l'aspect humain, t'as pas l'aspect technique, mais tu te démerdes. Maintenant, on arrive à un niveau où tu recrutes quelqu'un, faut que techniquement il soit ultra bon. Tu vois, de dire oui, l'humain c'est le plus important, ok, c'est bien, il faut que l'humain soit bon, mais si le mec est nul, t'as pas le temps après, t'entoures pas de personnes comme ça. Donc, je m'occupe plus du tout des recrutements. J'ai interdiction de tous mes déchets qui m'ont dit tu recrutes plus en taux, c'est interdit. Voilà. Déjà ça a été le premier point de mon organisation. Ensuite, effectivement, le deuxième point, c'est que je faisais beaucoup trop de choses. Je me suis rendu compte au mastermind quand on m'a mis ça à la gueule en mode mais qu'est-ce que tu fais encore à faire des papiers alors que tu pourrais mettre quelqu'un dessus. Et c'est là où du coup je me suis dit ok, faut que je déporte. Et du coup bah j'ai commencé à prendre un premier DG pour l'autre boîte, un deuxième DG, un troisième DG, etc. Comme ça il y a un DG sur chaque boîte. Et en fait moi pour mon organisation et mon rapport avec les équipes, je n'ai plus de base de contact. Alors on se voit, on mange ensemble, on rigole, mais j'ai moins en moins de contact professionnel avec des personnes qui sont pas responsables dans les équipes. Voilà. Bon, il y a toujours une connerie, une demande, etc. Mais de base, officiellement, il n'y en a pas. Et du coup, moi, mes relations, j'ai une réunion par semaine avec chaque responsable, tous les responsables qui ont pris de DG des boîtes. Ensuite, j'ai une réunion par semaine avec chaque DG. Et ensuite, donc ça, c'est les réunions. Je te coupe juste, t'as dit, en gros, t'as une réunion avec tous les DG ensemble? T'as dit et alors ensuite... ça, je vais y venir. Ça, c'est après. Okay, non, j'ai une réunion avec, par exemple, tu vois, je vais te prendre Labs. Ouais. Labs, je vais avoir une réunion une fois par semaine avec tous les responsables, dont le DG. D'accord. Ce qu'on appelle les responsables. Et je vais avoir une réunion avec le DG. Voilà. D'accord. Ça, c'est sur chaque verticalité de boîte. Et effectivement, là, on a ajouté aussi une fois par mois, j'ai une réunion avec seulement les DG. Et là, cette réunion-là, elle est vraiment là en mode, on discute, on se pose, on prend un verre, on prend un café, et on est là en mode, quelles sont les idées pour améliorer les échanges entre l'écosystème, tu vois. C'est vraiment la réunion un peu plus haute qui permet d'amener des idées aussi. J'ai ces réunions-là, et après, j'ai les réunions à trous, où chacun met dans mon agenda, et je fais des choses en fonction de ce qu'il y a besoin dans les boîtes, tu vois. Ça, c'est la façon de m'organiser, les échanges que j'ai, et c'est tout. En fait, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà, c'est vraiment très simple. J'ai un point avec tout le monde et si tu veux parler un peu après plus technique, en général, bah, dans les réunions, on fait un point KPI. Donc les KPI, c'est comment dire en français, c'est les chiffres importants. Voilà, on fait un point sur les chiffres importants. Ensuite, on va faire un point sur ce qu'on avait prévu semaine dernière, où ça en est, ce qu'on avait prévu semaine prochaine, les échanges entre sociétés. Et on a rajouté un point humain aussi, qu'on est en train de rajouter, que je n'avais pas ajouté, je me rendais pas compte de l'importance, parce que j'ai encore du mal à gérer cet aspect humain. C'est pour ça que je veux plus toucher au RH. Hein. Quand je dis ça, c'est pas moi qui le fais, c'est mes DG. Mais effectivement, de l'aspect, est-ce que tout se passe bien dans ton société, est-ce que tu te sens à l'aise, etc. Voilà, on est en train de le mettre en avant pour justement être sûr que tout le monde se sente à l'aise. Voilà. Est-ce que tu as essayé du coup par rapport à ça on parle beaucoup de culture d'entreprise. Est-ce que c'est quelque chose que tu essaies justement de travailler aujourd'hui, ou alors tu vois comment tu t'organises pour justement faire que tes équipes elles soient soudées entre elles et que malgré que ça soit des écosystèmes différents, des sociétés différentes, elles travaillent bien ensemble au final. Ouais. Moi je suis la pièce maîtresse qui permet de gérer tout ça, parce que forcément quand des fois une société tu lui dis ok tu vas avoir moins 50K dans ta trésor pendant 3 mois parce qu'on le met sur une autre et tire un peu la gueule, tu vois, forcément j'ai le DG des fois qui viennent, qui disent Anto, non, tu vois. Donc disons que déjà je suis un peu le pilier qui permet les échanges comme ça, parce que forcément ça peut créer des tensions avec les équipes, parce qu'il y en a ils vont avoir moins de finances que prévu, etc. Donc moi je dois les justifier. Il y a ça, donc moi je suis là un peu pour tout corréler et mettre. Moi, je suis l'image en fait, on a un nom, tu vois, par exemple, toute la société ensemble, on a dit qu'on s'appelait Ecos, voilà. Donc maintenant, on parle tu vois, le fait de rien que d'en parler, de dire le mot Ecos, mettre un mot dessus, déjà, ça crée quelque chose d'une entièreté, et ça fait qu'on est tous ensemble. Maintenant, on essaye d'essayer ça, de créer ça aussi au niveau micro. C'est tout con, mais avant, on avait un local. Tu vois, on est monté hyper vite. Du coup, on était à 20 dans un local de 95 mètres carrés. Je sais pas si tu te rends compte, on a failli faire des bureaux superposés, tu vois. Le truc, c'est que du coup, on mangeait pas tous ensemble en même temps. Et là, maintenant, ce qui est cool, c'est que on a dit 12h30, 13h30, tout le monde vient manger. Alors évidemment, ça t'as des urgences, etc., mais on mange pas dans les bureaux. Et du coup, on mange tous ensemble, là, à chaque fois dans la pause déjeuner. Et tu vois, ça, c'est des choses qui créent les liens, qui permettent de conserver aussi ces affinités.
Oui, parce que ça, je t'avoue, je sais pas si on l'a précisé, mais pour être bien clair, on est bien d'accord que tes 4 sociétés sont quand même réunies au même endroit, en termes de Alors oui, locaux. effectivement. Ouais, c'est ça. J'ai pris un local, du coup, pareil, on divise le loyer entre les sociétés, etc. Effectivement, tout est réuni. Et effectivement, ouais, on essaye de faire des choses comme ça. Après, bah, par exemple, là, l'anniversaire de Ben, c'est notre responsable logistique. Bah, qu'est-ce qu'on s'est fait? On lui a fait une surprise au local avec toute l'équipe, etc. On a fait une soirée au local. On faisait les cons, on prenait, tu sais, on a des trucs, alors je sais pas comment ça s'appelle, on a des trucs pour les palettes. On les prenait, on faisait du espèce de patinette avec, tu vois. Enfin, tu vois, c'est des bons moments d'équipe qui font ça. Et après, ouais, là, il y a la moitié aussi qui est passée à la maison, tu vois, donc dans la maison où on a vécu tous ensemble. Donc, tu vois, il y a eu, tu vois, t'as une histoire hein, quand même derrière. Maintenant, est-ce qu'on met des choses en place exprès pour la culture d'entreprise? Pas vraiment, parce que déjà, ça me ressemble pas. Nous, tu vois, on a une culture d'opportuniste aussi, c'est-à-dire que demain, il y a un putain de projet qui se prépare, qui se propose. C'est pas impossible que toute l'équipe soit chaude pour qu'on passe dessus, tu vois. On a ce profil-là, et ça, je pense qu'effectivement, c'est moi qui ai drivé là de base la culture d'entreprise. Et maintenant, c'est un petit peu tout le monde qui amène sa pierre à la culture, tu vois. Mais moi, je me vois pas en mode, j'en sais rien, tu vois, un peu, on va mettre des posters spécifiques pour qu'ils pensent à ça, que ça amène ça dans la culture. On va mettre les mots au mur pour que les gens, la culture d'entreprise tourne vers ça. Alors, je sais que ça impacte, je sais que ça influe, c'est logique. Le cerveau humain marche comme ça. Et peut-être qu'on fera ça plus tard, hein, j'en sais rien. Mais là, actuellement, non, nous, on fait pas ça. Ça se fait tout seul, en Ouais. fait. Après, comme tu dis, de ce que tu dis, il y a quand même eu le fait d'avoir créé à la Facebook Home, le fait que les gens passent, une majorité Mm. passe quand même chez toi, c'est énorme en termes de culture d'entreprise. Enfin, je veux dire, tu as construit des relations. Donc, tu le pensais peut-être pas comme une culture d'entreprise, mais enfin, tu crées les codes, en Ouais. fait. Tu fais les codes qui Mm. rassemblent tes équipes. Bah, même le fait d'avoir démarré avec des amis, et vraiment des amis qui sont risqués, certains n'étaient pas du tout qualifiés, etc. Bah, j'ai une culture où maintenant, nous, là, on est énormément autour de la confiance, etc. Je sais que, mais de base, il y en a, ça fait 5 6 ans que je les connais. Je sais que on pourrait être en train de crever financièrement, ils resteraient à bord, tu vois, tant qu'on n'est pas expulsé du local. Tu vois, et ça, c'est un truc que tu peux mettre les mots que tu veux au mur, tu peux inculquer quoi que ce soit. Si t'as pas démarré ça avec des vrais amis, tu auras jamais ça. Tu vois, tu auras jamais des mecs qui te suivront jusqu'au bout. Tu vois, peu importe. Et même quand c'est la merde, etc. Je leur dis c'est B, ils iront vers B, même si toute la planète leur dit A. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est, je pense, c'est la meilleure des cultures d'entreprise. C'est d'avoir. Alors, c'est le truc le plus risqué, et après, tu peux plus le faire. Mais quand tu as démarré ton entreprise sur ces bases-là, tu sais que tu as ce côté familial, etc., qui ressort. Et ça, mine de rien, ça te fait une putain d'équipe soudée. Et c'est important parce que bah plus tu montes, plus tu as des désarrois, plus tu as des envieux. Et tu as intérêt d'avoir une bonne équipe soudée pour pas te fracasser sur la gueule, quoi. Ouais, clairement. Écoute, le temps passe hyper vite. Je me régale avec toi et on pourrait durer encore des heures. Mais je te propose on finisse rapidement sur les dernières questions de fin de podcast. Avec plaisir. Eh ben, écoute, on va partir sur. Si on devait se rappeler de toi pour une seule chose, ça serait quoi? Je t'ai dit, on part dans l'inspiration. Je vais te donner mes deux questions, hein. La première, c'est que moi, perso, je m'en fous. Donc voilà, si de base je devais répondre à cette question sur une réponse, je dirais je m'en tape en fait. C'est pas mon problème, je serais mort. Voilà. Donc voilà. Maintenant, si je dois vraiment y réfléchir et y répondre, je sais pas. J'aimerais bien que plus tard on se dise ok, c'est grâce à Anto que tu vois, bah par exemple, peu comme pour Body Coaching où on a du coaching offert à tous, tu vois, j'aimerais bien qu'on se rappelle de moi pour des choses comme ça, tu vois. J'aimerais bien pour ça. Pour le côté aussi entrepreneur qui réussit. Mais s'il y en a une chose à choisir, je préférais demain, tu vois, réussir à vraiment rendre la santé accessible à tout le monde et qu'on se rappelle de moi pour ça. Même si moi, à côté, j'ai fait ma vie, je suis devenu riche, j'ai kiffé, etc. Mais comment qu'on se rappelle pour cette partie-là qui est quand même la plus importante à une échelle humaine. Ok, énorme. La chose que tu as le plus appris, enfin tu vois, on a tous eu quand même aussi des petits échecs, des moments de mou. Qu'est-ce qui pour toi, quel échec justement a été le plus significatif et qu'est-ce que t'en as appris? Je sais pas, j'en ai eu tellement des échecs, je passe ma journée à faire des échecs, donc avoir des échecs, j'en ai tout le temps, que je suis vraiment insensible à ça maintenant. Maintenant, c'est ça alors il y en a pas un qui m'a le plus appris, je pourrais pas dire une chose comme ça,
Justement, en fait, c'est un peu le contraire. C'est que j'ai compris qu'il fallait faire des échecs pour avancer, tu vois. C'est-à-dire que mon apprentissage, c'est que je fonce, je vois un mur, je fonce dedans, tu vois, parce que c'est ça qui va m'apprendre l'expérience. Je vais très vite comprendre si ce mur il est dur, il est pas dur, et m'équiper en fonction, tu vois. Et c'est la première chose que je fais maintenant, c'est que je sais que j'ouvre un nouveau service, je le fais tout de suite, même s'il n'est pas parfait. Même si je me fais, je sais que je me fais tuer par les clients après, par ci, par ça, je m'en fous, je le fais au départ parce que c'est sur un petit échantillon et je le refais derrière plus rapidement. Et je sais que je le refais encore ça, je le refais encore mieux. Et après, mon service, il est mieux que n'importe qui. Et la concurrence, vu qu'ils sont encore en recherche et développement, à faire attention, ils n'ont pas avancé. Donc mon meilleur échec, la leçon que j'ai apprise, en fait, c'est plus de tous mes échecs cumulés en mode mais vas-y, fais des échecs. Ok, ça coûte du temps, ça coûte de l'argent, ça coûte un peu de l'estime pour soi, mais c'est avec ça que tu gagnes le plus d'expérience le plus rapidement, que tu prends de l'avance sur la concurrence. Okay. Et ouais, apprentissage par essai-erreur, toujours. Je pense que ça, c'est commun à pas mal de multipreneurs, le fait de justement passer vite à l'action et tester, échouer, réessayer, corriger. Et c'est vrai que ça, c'est un point qui est commun à tous les multipreneurs que j'ai interviewés jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui t'inspire, toi, aujourd'hui? Avec tout ça, qu'est-ce qui aujourd'hui justement continue de te booster, t'inspirer? Ça peut être tout, hein. Ça peut être livre, film, personne vivante, personne décédée, ça peut être. Qu'est-ce qui m'inspire dans ce sens-là? Ouais, mais aujourd'hui, tu vois, non, j'ai pas vraiment d'inspiration, des gens que j'idolâtre, tout truc, je me dis j'aimerais bien être pareil et tout, pas du tout. Moi, ce qui m'inspire là, c'est de faire éclater mon écosystème et de voir où je peux aller et d'apprendre, tu vois. C'est vraiment ce qui m'inspire, parce que je te dis vraiment ce qui me vient du fond du cœur d'un coup, hein. C'est pas une personne ou autre. Maintenant, des aspirations en tant que personne, j'en ai eu forcément avec par exemple Elon Musk, mais moi mon personnage, mon entrepreneur préféré, je pense que ça reste quand même Xavier Niel parce qu'il disrupte les marchés. C'est plus connu pour faire ça, tu vois. Et moi, c'est ma façon de faire aussi. C'est la méthode que je trouve ça le plus impactante et qui me satisfait le plus mon ego. Voilà. Si on parle de pur ego, hein, je te parle pas, c'est le mieux. Je parle vraiment en pur ego. Par exemple, quand j'ai sorti Body Coaching et que je fais que il y a un service qui coûte 150 € par mois, donc il fait du 450, 500 € par mois, et je déclare à tout le monde maintenant que c'est 0 € le service, c'est mieux. Là, franchement, ça m'excite, tu vois. J'ai les poils qui s'irrissent. Ça m'inspire, tu vois. Mais c'est que de l'ego, tu vois, c'est que de l'ego. Mais il faut savoir aussi satisfaire son ego. Moi, je travaille beaucoup à ça. Je fais pas ça pour l'argent. L'argent, c'est une métrix et j'adore faire de l'argent. Le problème, c'est que je la dépense pas parce que je m'en branle derrière, je m'en fous. Tu vois, c'est-à-dire que j'ai pas besoin d'une grosse voiture. Peut-être tellement plus tard, j'en aurai tellement que je ferai des folies, mais c'est pas ce qui me fait vraiment kiffer là actuellement. En tout cas, là tout de suite. Ce qui me fait kiffer, c'est de développer mes projets. Et c'est ça qui m'inspire, tu vois. C'est un peu tout ce qu'on est en train de créer dans cet écosystème-là. Et c'est ça qui m'inspire le plus là tout de suite. Ok, énorme. Qui c'est que tu me conseilles d'inviter comme trois multipreneurs que tu me conseilles d'inviter pour la suite? Multipreneur ou multipreneuse, hein, bien sûr. Alors, multipreneur, déjà, il y a les personnes Attends, multipreneur, il y en a plein. Si je dois faire un choix, déjà, franchement, les 4 personnes qui ont créé le premier mastermind de ScaleX, tuerie, tu pourrais les inviter n'importe laquelle des 4, c'est des multi-entrepreneurs et ils sont trop kiffants, vraiment dans de l'acquisition, etc. Après, les 3 personnes qui ont créé aussi, du coup, Equity Mastermind, du coup, qui eux justement c'est du multi-entrepreneurial, mais où justement tu as plus la notion d'equity, tu investis dedans, tu t'impliques mais pas trop, etc. Ce serait incroyable. Après, ça dépend qui tu vas interviewer, si c'est plus finance, si c'est plus vente, etc. Pour toi, tu penses que pour le format, ça serait qui? Ça serait plutôt Maxime ou ça serait plutôt qui serait le plus pour le format, c'est Max. Okay. Ouais, ce serait Max. Ouais, Max. Et sinon, après, pour l'autre ScaleX, tu peux avoir, de toute façon, il y en a que tu n'auras pas parce ils ont pas le temps, mais genre, Alec Henry, lui, il serait stylé aussi à avoir, forcément. D'ailleurs, il nous a fait une présentation à Equity Mastermind et j'ai adoré. Et pourtant, j'aimais pas trop son discours parce que j'aimais pas son personnage sur les réseaux. Et en fait, en vrai, de voir son vrai personnage un peu moins joué, etc. Et c'est connaître sa vie, son parcours, j'ai vraiment adoré. Et après, un troisième,
Oh, je sais pas. Je t'avoue que moi, je suis assez spécial parce que je regarde jamais YouTube. Je sais pas trop ce qui se passe sur la concurrence, etc. Je regarde pas du tout. Je m'inspire pas du tout des autres entrepreneurs. C'est très triste, hein. Mais Non, mais où je dis, ou même dans, tu vois, dans tes ça. réseaux, s'il y a des personnes qui, toi, tu trouves aussi qui mériteraient, tu vois, d'être mis en avant, qu'on différentes boîtes, etc. Est-ce que J'en ai pas là tout de suite. J'en ai pas pas de là tout de souci. suite. Là, j'en aurai que ces deux-là. Eh ben écoute, c'est déjà pas mal. En vrai, tu m'en as donné plusieurs. Hein. Tu m'as dit Alec Henry, Ouais, Maxime techniquement, je t'en ai Lassou et donné les 7. personnes de Skelix. Ouais, voilà. Donc on est bien. T'inquiète, pas de souci. Eh ben écoute, franchement, je te remercie vraiment pour cet échange. Ça a été hyper enrichissant. J'espère Avec que t'as grand passé plaisir, un c'était bon cool. moment. Et puis bah écoute, je te dis à bientôt en tout cas. Ouais, nickel, c'était très fluide. Je te remercie, Yann, c'était super intéressant et vive le multi-entrepreneur, c'est vraiment une façon de faire qui est plus compliquée, mais très, 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 très aboutissante et c'est trop bien, quoi. Allez, passe une bonne journée, je te remercie. Salut. Félicitations, tu es arrivé au bout de cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à prendre 15 secondes pour nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou la plateforme de ton choix et à partager cet épisode autour de toi. Ça nous aide vraiment à faire connaître ce podcast. En attendant, je te donne rendez-vous sur ma newsletter Multipreneur, le lien est dans la description, où tu découvriras chaque semaine des contenus actionnables pour lancer tes projets, t'organiser tout en profitant de la vie.